Bien, mes chers collègues, il est 16h43. Nous avons pris un petit peu de retard. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Nous sommes le mardi 25 novembre et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Michaud et Monsieur Michel-Édouard Leclerc. Je précise tout d'abord que nous ne pourrons procéder que demain matin à la désignation des rapporteurs pour la séance ayant pour thème la défense de la filière automobile française, afin de laisser le temps à l'un des trois rapporteurs pressentis de rejoindre notre commission. Ceci étant dit, nous avons donc le plaisir de recevoir cet après-midi au sein de notre commission M. Philippe Michaud, président exécutif du mouvement Édouard Leclerc, et M. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique et porte-parole de ce mouvement. Je précise que vous êtes accompagné de Mme Marie de Lamberterie, secrétaire générale de votre organisation. Je rappelle que le mouvement Édouard Leclerc, qui regroupe 755 magasins en France, est le premier distributeur français avec environ 24% de part de marché et un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros en 2024. Nous souhaitons échanger avec vous non seulement sur la situation du groupe Édouard Leclerc, mais aussi plus largement sur celle de la distribution et l'évolution de la consommation dans notre pays. Vous êtes bien identifié au quotidien des consommateurs et, Monsieur Leclerc, bien connu du grand public à travers vos interventions très fréquentes dans les médias. Votre mouvement et vos magasins négocient avec de nombreux fournisseurs, notamment dans le domaine alimentaire, qui est particulièrement sensible d'un point de vue agricole, mais aussi social, puisqu'il s'agit de dépenses largement contraintes pour nos concitoyens. Vos pratiques commerciales sont donc cruciales en termes de positionnement des prix et d'évolution de la consommation, et vous êtes bien entendu concerné tant par la problématique du pouvoir d'achat des ménages que par le développement du commerce en ligne, qui peut avoir des conséquences importantes sur le commerce de proximité. Avant de vous céder la parole pour une quinzaine de minutes, je souhaiterais vous poser quelques premières questions. Je ne vous interrogerai pas sur la question des centrales d'achat parce que je sais que bon nombre de collègues reviendront sur ce sujet. Première question, considérez-vous que les prix sont aujourd'hui stabilisés, voire ont progressivement retrouvé, notamment dans le domaine alimentaire, leur niveau antérieur à la période d'inflation? Quel type de produits conserve des prix durablement plus élevés et quelle en est la principale explication? Comment votre mouvement articule-t-il aujourd'hui sa promesse de prix bas avec la forte hausse des coûts de production agricole et industrielle? Cette hausse a-t-elle abouti à des tensions avec certains de vos fournisseurs, notamment pour les produits alimentaires? Comment appréciez-vous l'efficacité des dispositifs pour protéger la rémunération des agriculteurs au regard des dernières campagnes des négociations commerciales? Votre modèle repose également sur une forte présence des marques distributeurs. Comment garantissez-vous la qualité et la rémunération des fournisseurs sur ces gammes? Avez-vous perçu au cours des dernières années une évolution du comportement des consommateurs à l'égard de ces produits et des produits premier prix, ou plus généralement dans la structure de consommation ou le choix des produits, et si oui, de quelle nature? Attribuez-vous ces évolutions principalement aux difficultés de pouvoir d'achat rencontrées par la plupart des ménages ou à d'autres facteurs? Comment appréciez-vous aujourd'hui l'effet de votre développement sur le maintien des commerces de proximité et plus particulièrement des commerces indépendants dans les centres-bourgs, et quelles garanties pouvez-vous apporter pour préserver un tissu commercial équilibré dans les territoires? Comment ont évolué également au cours des dernières années le nombre de magasins du mouvement Édouard Leclerc sur le territoire national, le nombre d'emplois et les rémunérations de vos employés? Quels sont aussi les effets de la publicité comparative sur vos résultats et l'attractivité vers vos magasins? Vous souhaitez aussi toujours plus de transparence sur la question des tarifs des industriels, parfois même au-delà du secret des affaires, mais alors que les distributeurs ne se justifient jamais sur ce sujet, sur leur propre prix de vente. Comment l'expliquez-vous? Messieurs les présidents, nos interrogations et parfois nos inquiétudes sur ces enjeux de prix, d'évolution de la consommation et des pratiques commerciales sont nombreuses. Nous attendons donc avec d'autant plus d'intérêt les éclairages que vous pourrez nous apporter. Je vous cède donc, comme je vous le disais avant de démarrer, la parole pour une quinzaine de minutes. Vous répartirez la parole comme bon vous le souhaite. Et comme d'habitude, au sein de notre commission, nous entendrons ensuite chacun des rapporteurs des groupes pour 3 minutes maximum, afin de vous laisser une bonne minute pour vous leur répondre. Puis nous entendrons les orateurs individuels pour 1 minute par question, en vous invitant à répondre là aussi à chacun d'entre eux en environ 1 minute. Messieurs, Monsieur Michaud, Monsieur Michel-Édouard Leclerc, je vous cède la parole. Monsieur Michaud, c'est vous qui démarrez. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés.
Permettez-moi tout d'abord de me présenter et de pouvoir présenter le mouvement Leclerc qui est aujourd'hui, à mon avis, assez peu connu dans son fonctionnement. Je suis président exécutif du mouvement Leclerc. Je détaillerai dans quelques minutes notre gouvernance. Et elle est mal connue aujourd'hui. Elle dit beaucoup de notre singularité, de ce qu'est Leclerc, de sa vocation et de sa mission. J'ai rejoint le mouvement Leclerc il y a 40 ans, en tant qu'employé libre-service épicerie. Grâce au parrainage et aux cautions de mes pairs, je suis aujourd'hui entrepreneur indépendant. J'exploite un magasin Leclerc au Neubourg, une petite ville de Normandie de 4000 habitants, dans laquelle je suis implanté depuis 23 ans. Je suis aujourd'hui président du bureau exécutif du conseil d'administration de notre mouvement, sur lequel je souhaite revenir en détail. Qu'est-ce que le mouvement Leclerc ? J'aimerais commencer parce que nous ne sommes pas. Leclerc n'est pas un groupe issu du grand capital. Nous ne sommes pas détenus par des actionnaires qui nous imposeraient une rentabilité financière ou capteraient de la valeur. Notre modèle est singulier. Nous sommes une coopérative française ancrée dans toutes les régions, dans tous les départements et profondément européen. Nous sommes un mouvement d'entrepreneurs indépendants, locaux, implantés dans toute la France, en zone rurale et périurbaine. Nous avons décidé de coopérer pour partager nos idées et nos efforts autour de valeurs communes. Nous sommes présents dans quelques pays européens avec une centaine de magasins. Cette faible présence hors de France est notamment liée au fait qu'il est difficile d'exporter notre singularité. Nous sommes profondément européens, comme je vous l'ai dit, dans l'esprit et attachés au marché unique. L'Union européenne et modestement les centres Leclerc, bien entendu, sont nés en même temps, dans la même dynamique d'après-guerre de construction de marchés communs et de défense du pouvoir d'achat. Ce modèle unique est notre identité. Nous avons poussé le modèle coopératif très loin, très haut. Tous nos 632 adhérents, souvent en couple, consacrent sans être défrayés entre 2 et 3 jours par semaine aux outils collectifs. Nos centaines d'entreprises permettent de faire vivre 180 000 collaborateurs, dont 60% de femmes, avec 86% de CDI, qui sont des emplois locaux non délocalisables. Nous sommes, et je crois que c'est important de le rappeler, un des derniers secteurs où l'ascenseur social est une réalité. J'en suis la preuve devant vous. Par ailleurs, le partage de la valeur est un engagement pour tous nos adhérents. Notre modèle de redistribution est unique en France, avec 25% des bénéfices qui sont reversés aux salariés de nos magasins. Notre gouvernance collégiale est originale et incarne notre singularité. Le fait que nous exprimions à 2 voix aujourd'hui devant vous en est l'illustration. Je préside le conseil d'administration qui valide les décisions collectives de l'association des adhérents des centres Leclerc. Le principal actif de cette association est l'enseigne elle-même Leclerc, qui a été cédé par Hélène et Édouard Leclerc en 2003. Michel Édouard préside le comité stratégique qui contribue à la stratégie du mouvement. Ma fonction de président est une fonction d'impulsion, de coordination et de mise en cohérence au service de l'ensemble des entrepreneurs indépendants de notre mouvement. Ce modèle coopératif nous protège et protège notre activité et nos salariés. Nous ne pouvons pas être rachetés. Et aucun des 632 adhérents au mouvement ne peut prendre le pouvoir. Le collectif prime systématiquement sur l'individuel. Toutes les décisions sont prises collectivement par les adhérents au plus proche du terrain. Exploitants et chefs d'entreprise, nous gérons nos magasins en commerçants indépendants, c'est-à-dire avec une orientation essentiellement client. Nous chassons toutes les pertes de captation de valeur pour offrir à nos clients les prix les plus justes. Nos magasins sont les seuls centres de profit. Toute la valeur créée est affectée au point de vente, qui la redistribue pour partie au développement, à la rénovation des magasins, au pouvoir d'achat des consommateurs et à la participation des salariés aux résultats. Tout le reste est à l'équilibre strict et l'ensemble de la fiscalité participe au budget de la France. Il n'existe aucune organisation équivalente en France. C'est ce modèle original qui permet d'expliquer les prix bas. Nous ne négocions pas mieux que les autres. Nous n'avons pas de méthode de négociation particulière et pas de pouvoir magique non plus. Vous en parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez sûrement
évoqué dans la suite de nos échanges l'Alliance européenne à l'achat, thème devenu un sujet de prédilection de certaines fédérations d'industriels. Là encore, rien d'exceptionnel, mais un partenariat sur le long terme avec un groupe de distribution, rêvé, allemand, et maintenant à Hall-de-Lez, groupe belgo-néerlandais, qui nous permet de traiter avec une cinquantaine de très grands groupes, toujours en quête de taille critique ou de position hégémonique. Là aussi, nous supprimons les captations de valeur inutiles au profit du consommateur. Cette hyper-optimisation ne vient pas affecter le reste de la chaîne agroalimentaire. Au contraire, les consommateurs nous plébiscitent et nous offrons un débouché massif à tous nos producteurs. Notre raison d'être distributeur, c'est l'accessibilité des produits. Accessibilité de tous les produits pour tous, partout et tout le temps. Nos métiers vont bien au-delà de l'alimentaire. Notre modèle, nous l'avons décliné pour permettre l'accessibilité de tous les produits pour répondre à une forte attente de nos clients. Aussi, notre offre alimentaire, traditionnelle et libre-service, et non alimentaire est très large. Nous sommes le deuxième distributeur de carburant, juste derrière Total. Nous avons lancé des espaces culturels pour rendre la culture accessible à tous. Nos agences de voyage permettent à tous les budgets de s'offrir des vacances. Le luxe est accessible avec des bijouteries, des parfumeries, nos manèges à bijoux. Nous louons des voitures, nous avons des magasins de jouets, des centres auto, des magasins de bricolage, jardinerie, animalerie, sans oublier la santé et nos parapharmacies et nos opticiens. Et bien sûr, nous voulons que tous ces produits soient accessibles à tous. Notre clientèle est très variée. Tous les profils de clients fréquentent notre enseigne, notamment parce que nous sommes à l'image des territoires où nous sommes implantés. J'y vois le signe que nous répondons à une attente de l'ensemble de la population française, qui est un enjeu que nous partageons. Le pouvoir d'achat. Chez nous se croise l'ensemble de la population installée dans nos territoires. Tous y trouvent ce qui correspond à leurs besoins dans la gamme de prix qui correspond à leur budget. Nous avons développé nos MDD dans cette perspective. Nous avons une MDD EcoPlus. On propose 600 références de qualité au meilleur prix. La marque repère, je ne fais pas l'article, je vous explique. Nous travaillons avec toutes les PME françaises pour offrir une gamme de 6000 produits à prix Leclerc. Avec nos régions du talent, ce sont 500 spécialités régionales produites en France qui composent notre offre du terroir, auxquelles il faut rajouter nos 18 000 contrats directs avec des producteurs locaux qui se situent en général à moins de 100 km de chez nous. Nous travaillons pour que toute cette offre alimentaire et non alimentaire soit accessible partout et tout le temps. Notre offre est omnicanale, magasin physique, drive, relais piétons, centre-ville, livraison à distance, livraison au camion, etc., etc. Comme vous le savez, les modes de consommation changent. Notre proximité avec nos clients nous a permis de nous adapter aux évolutions du commerce et au comportement des consommateurs. Quand Amazon est venu nous percuter avec ses pratiques en Europe, nous nous sommes adaptés en développant une offre e-commerce française capable de rivaliser avec les géants américains. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième e-commerçant du marché français. En conclusion, nous avons la chance en France d'avoir une grande distribution à 90% française. Si notre mouvement est aujourd'hui solide, notre secteur est fragile, comme l'a montré aujourd'hui et encore tout à l'heure l'actualité de ces dernières années, dans l'alimentaire comme dans le non-alimentaire. J'espère que demain, les acteurs étrangers et les fonds d'investissement ne viendront pas inverser ces rapports. D'autant plus que la consommation évolue. Aussi, si nous voulons garder notre distribution française face à l'implantation de nouveaux acteurs, plateformes ou magasins physiques, nous avons besoin d'un soutien du législateur et du politique. Nous avons un minima besoin que l'État fasse respecter les règles. Pour nous, commerçants indépendants, l'adaptation au contexte que nous vivons est d'abord un défi économique, commercial et territorial. Avant de laisser la parole à Michel, je voudrais vous dire que nous avons collectivement une responsabilité, celle de réconcilier l'offre et la demande. Il n'y a pas d'un côté l'amont et l'autre l'aval qui s'affrontent. Réconcilier l'offre et la demande me semble l'enjeu de cette relation au sein de la chaîne agroalimentaire. Nous ne pouvons pas vendre, nous, distributeurs, des produits dont le consommateur ne veut pas et ne peuvent pas s'offrir. Et nous ne pouvons pas vendre, nous aussi, distributeurs implantés dans les territoires, des produits qui ne feraient pas vivre l'ensemble de la chaîne alimentaire. Pour qu'il y ait réussite, il doit y avoir un prix et des volumes. Un prix sans volume, c'est un échec. Et un volume sans le bon prix, c'est aussi un échec. Nous devons collectivement pouvoir répondre aux contraintes de notre pouvoir d'achat et aux attentes sociétales et aux nouveaux modes de consommation. Monsieur le Président, je vous propose, si vous le voulez bien,
laisser la parole à Michel. Voilà, merci. Messieurs et mesdames les députés, Monsieur le Président, je ne vais pas rajouter sur la description du mouvement Leclerc ce que vient de dire Philippe. Je suis très fier de son parcours. Je suis très fier d'avoir participé à la continuité, à la mise en œuvre et au développement des idées que mes parents ont créées et ont mis en œuvre à Landerneau. Je suis né dans les pattes des salariés, des premiers salariés de mes parents. C'est le premier magasin de mes parents n'aurait pas de permis de construire, il n'aurait pas le droit de construire. Le sol était en goudron, le toit en évrite et les murs en parpaing. Et quand on voit d'où on vient et qu'on devient aujourd'hui la 5e application française, je pense qu'il y a matière à réfléchir et en tout cas à se réassurer sur la capacité de commerçants français à rester indépendants, à pouvoir résister à des évolutions technologiques, à se les approprier et à se développer. Parmi nos concurrents, aujourd'hui, Système U, Intermarché, que vous auditionnerez sans doute, sont Intersport, dans le mouvement chez les pharmaciens, il y a beaucoup d'indépendants qui ont su s'adapter aux évolutions nouvelles, certains dans la polémique, d'autres plus dans le découlement des activités d'où ils sont nés. Nous, on a beaucoup bataillé. Je me rappelle quand même du premier pavé qui a traversé les fenêtres de notre salle à manger à Landerneau. Mon père achetait plus cher son lait à la coopérative de Ploudaniel et ça ne plaisait pas beaucoup à la coopérative de Landerneau. Il achetait plus cher son lait aux paysans et il le vendait évidemment moins cher. Toute l'histoire de ma vie, je ne vais pas personnaliser, mais toute l'histoire de ma vie est celle de combats, de polémiques, mais qui en même temps ont fait le récit Leclerc, à la fois populaire et dérangeant, et je le porte. Mais je suis très fier surtout de ces réalisations, de ces 180 000 emplois. Ça fait quand même 20 ans qu'on me pose la question de la fin des caissières, de la fin des hypermarchés. Faut reconnaître qu'à chaque fois, par la flexibilité, le rebond, cet esprit entrepreneurial, on l'a gardé. Et quand on était arrivé à la 2e ou à la 3e génération des centres Leclerc, que ne m'avait-on pas prévenu de l'arrivée des rentiers dans les entreprises familiales et que les enfants ne feront pas vivre le capital développé par leurs parents. Donc aujourd'hui, le paysage pour nous, alors, vous êtes très centré, Monsieur Travers, tout à l'heure, sur l'agroalimentaire, mais pour nous, on est OK. Et donc, pour déjà anticiper les réponses à vos questions, nous sommes interpellés, évidemment, par les mutations sociales, les mutations technologiques. Nous estimons, comme l'a dit Philippe, que nous ne sommes pas simplement un observatoire des comportements sociaux, de la demande, des entreprises. C'est un formidable observatoire, la distribution. Tout se passe. Regardez tout ce qu'il y a dans un hypermarché ou sur un site internet, de l'amont à l'aval. Nous sommes au milieu de tout ça. Mais nous sommes un levier. Et nous sommes un levier volontaire de la transformation sociale, technologique, et pour le meilleur. Nous ne reviendrons pas en arrière. Quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les discussions qu'on peut avoir et les débats qu'on peut avoir sur la manière d'arriver à une société plus saine, respectueuse de l'environnement, plus fraternelle aussi, et en même temps plus souveraine. Nous entendons en faire notre programme Leclerc 2035. C'est celui que je véhiculerai aux côtés de Philippe et des autres centres Leclerc dans les médias. Nous avons à répondre à la transition énergétique. Donc aujourd'hui, malgré bien des débats ici à l'Assemblée nationale, nous avons donc remplacé les obligations de plantation d'arbres sur les parkings par des implantations de panneaux solaires. Nous allons devenir quasiment autonomes, ou en tout cas autoproducteurs d'ici 4-5 ans. Je regrette un peu la manière dont ça, je fais ça pour anticiper les débats, dans la manière dont on a agi, parce que dans l'urgence, en fait, on a fait flamber les prix des panneaux solaires. Quand vous donnez une date sur l'équipement de tous les parkings de Système U de Carrefour, d'abord vous privez les collectivités locales de cette marchandise.
Ensuite, on n'attend pas la mise en place d'une filière française. Et d'ailleurs, quand cette filière française va se créer, on sera équipé. Hein. Donc aujourd'hui, c'est du panneau chinois et c'est du panneau, ou taïwanais, pareil, quoi. Équipement électrique aussi. Quelles que soient les hésitations au niveau du débat européen sur la mutation du thermique à l'électrique, nous nous équipons en borne. Et là aussi, vous entendrez dès le mois prochain une politique tarifaire, une politique de proposition de services des centres Leclerc à l'égard des consommateurs pour les inciter à venir recharger et donc aller dans le sens de la transformation des mobilités électriques. Sur le plan de la décarbonation, on a un projet 2035. On envisage d'ici 2035 de diminuer de 50% nos émissions en carbone. Elles ont été auditées, elles ont été calculées. Et donc, nous faisons non pas ce pari, mais cet investissement et en dialogue avec les fournisseurs. Parce que pour autant que sur une négociation, sur un prix, on négocie un achat, pour autant, nous ne sommes qu'un échelon dans un scope, comme on dit, dans le système de décarbonation. Et nous ne sommes pas celui qui carbonons le plus dans le calcul final du poids carbone. Mais nous sommes partis là-dessus. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais toutes nos marques textiles afficheront dès janvier, la marque Tisaya affichera le poids des émissions carbone et d'autres informations sur l'environnement, que ces produits viennent de France, de Chine, du Bangladesh, de Turquie, du Maghreb, du Portugal ou d'ailleurs. Leclerc, c'est aussi, puisqu'on était dans l'alimentation, un engagement sur la santé. Vous avez discuté sur l'obligation ou pas d'afficher le Nutri-Score. Nous, c'est fait. Hein, c'est fait. Toutes les marques de Leclerc affichent le Nutri-Score. Et quelle que soit la critique que l'on peut faire sur le Nutri-Score et les appréhensions qu'on a eues à vendre de la charcuterie Nutri-Scorée, je peux vous dire que les consommateurs apprécient, ça rassure. Et puis après tout, ça renvoie à la salle de sport quand c'est rouge. Ou GR34, voilà. Nous travaillons aussi sur la souveraineté alimentaire. Et l'un des premiers sujets... alors, souveraineté, le mot... moi, j'ai marqué souveraineté, diversité, alliance, autonomie. Je suis breton, mais indépendance, on va dire. Indépendance dans l'interdépendance. Nous sommes européens. Nous sommes pour la préférence nationale, la préférence européenne. Mais nous affichons sur toutes nos marques de distributeurs l'origine score. Ça ne s'appelait pas comme ça quand on l'a fait, puisque c'est Olivia Grégoire après qui l'a rebaptisé comme cela. Mais nous affichons... Non, peut-être pas. Pardon ? Info, ouais, origine info, oui. Ouais. Et ben voilà. Ouais. Bon, Olivia, Madame la députée, je me voulais flatteur. Et donc, bien m'en a pris. Donc, nous affichons le Nutri-Score, nous affichons l'origine info sur les 4 principaux ingrédients des produits que nous vendons. Voilà, et nous afficherons... Nous avons aussi, avec Philippe, deux thématiques majeures qui nous semblent très importantes. Vous parlez souvent ici, à l'Assemblée nationale, de santé. Santé corporelle, santé sanitaire. Je pense que c'est un sujet sur lequel le mouvement Leclerc entend mener une mission particulière, à la fois la qualité de l'alimentation et aussi l'ensemble des services autour de la santé, y compris la parapharmacie. Ça, c'est un objectif de Leclerc. Et la culture. La culture, vous allez voir, on va attraper un sacré coup, pas simplement par la baisse des aides ou des financements des associations, de la vie culturelle, etc. Mais c'est aussi parce que le secteur de l'édition a porté et a beaucoup porté la diffusion culturelle. Et je pense qu'avec la concurrence du numérique, là, on arrive en haut d'une courbe de Gauss et il va falloir défendre notre secteur de l'édition, mettre une suroffre dans nos espaces culturels parce que l'offre va faire la demande. Donc il y a tout un travail qui va devoir être fait et nous serons accompagnateurs des éditeurs et de l'édition française pour défendre les droits d'auteur, pour défendre les brevets, pour défendre les auteurs et les créateurs devant le risque d'épluchage, de ramassage par l'intelligence artificielle de tout ce travail qui a fait notamment la gloire de la littérature et du roman français. Voilà. Leclerc, tout ce qui compte pour vous, nous allons nous y investir.
Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc et M. Michaud pour ces propos introductifs. Nous allons passer maintenant aux orateurs des groupes. Et je cède la parole à Mme Hélène Laporte pour le groupe Rassemblement National. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président exécutif. Merci, Monsieur le Président du comité stratégique, chers collègues. La grande distribution était au cœur des débats de cette commission à de nombreuses reprises. Dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, c'est là que l'inflation devient visible. Ces prix, examinés de près, soulèvent des questions récurrentes. Quelle marge pour le distributeur? Sont-ils justes pour le client? Rémunèrent-ils équitablement le producteur? Nous vous accueillons donc avec un intérêt particulier, messieurs. Vous représentez un acteur majeur de la distribution en France, emblématique par votre histoire, par votre poids économique, près de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 700 magasins, plus de 100 000 salariés et surtout par des prix très compétitifs qui en font une enseigne clé pour des millions de ménages modestes. Messieurs les présidents, il y a quelques mois encore, cette commission débattait vivement de l'efficacité des stratégies censées garantir une juste répartition de la valeur entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Vous avez émis des réserves sur les lois Egalim, fondées sur l'idée qui ne nous a jamais convaincus non plus que des prix plus élevés pour le client amélioreraient automatiquement le revenu des producteurs, un ruissellement que rien n'a confirmé. Donc j'ai plusieurs questions. À combien estimez-vous aujourd'hui le coût pour le consommateur français des dispositifs mis en place ces dernières années et prolongés jusqu'en 2028, à savoir le relèvement du seuil de revente à perte pour l'alimentation et l'encadrement de promotion pour l'ensemble des produits du quotidien? Que répondez-vous également aux reproches réguliers selon lesquels le mouvement Leclerc est à l'initiative d'une guerre des prix qui serait largement responsable d'une perte de revenus pour les acteurs en amont, au premier rang desquels nos agriculteurs? Comment se construisent aujourd'hui vos relations d'ailleurs avec vos fournisseurs? Le rapport au Parlement de l'Observatoire de la formation des prix et des marges a montré que pour l'ensemble de la grande et moyenne distribution, la marge brute est restée stable, environ à 30% depuis 2012, tandis que la marge nette après impôt a diminué de moitié, passant de 1,5 à 0,7%. Votre enseigne s'inscrit-elle dans la même stratégie? De plus, je voudrais enfin que nous évoquions le sujet de l'énergie, en particulier des carburants, fréquemment proposés au sein des hypermarchés Leclerc à des prix qui sont parmi les plus attractifs dans notre pays. À notre projet de diminuer la TVA sur l'énergie pour rendre du pouvoir d'achat aux ménages modestes plus que jamais pris à la gorge, il nous a continuellement été opposé qu'elle ne conduirait pas à une baisse des prix, mais à une hausse des marges du distributeur. Qu'en pensez-vous? Même question sur notre proposition de suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Et dernière question, et qui est assez simple, si demain les taxes sur les carburants diminuaient, cela se traduirait-il par une essence moins chère à la pompe dans vos points de vente? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur Michaud, c'est vous qui... Excusez-moi, Madame la députée, j'en ai peut-être loupé une ou deux parce que je n'arrive pas à écrire aussi vite que vous parlez. Alors, on va commencer, si vous voulez, à parler du SRP plus 10 et de l'encadrement du DPH. Alors, vous savez, on a toujours été assez opposés au SRP plus 10. On s'est toujours demandé ce que ça venait nous faire. Et on a toujours, parlé du non-ruissellement. Enfin, c'est quelque chose, on ne sait pas comment ça prend. 10% sur le coca, comment ça ruisselle. On ne savait pas comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. Il y a eu une étude faite par M. Jarry il y a quelques années, au moment du lancement ou quelques années après de ce SRP plus 10, qui disait que ça avait inflaté, surtout sur les ménages les plus modestes, de l'ordre de 6%, l'année où ça s'est fait. Je vais pas essayer de, je vais pas cumuler, si vous voulez, le SRP et le DPH, c'est pas tout à fait la même chose. On a et on donne à la DGCCRF, donc à vos services de contrôle, tous les ans, on essaie d'avoir un coût, ce que ça a pu rapporter à la distribution. On est incapable de le dire aujourd'hui. On avait entendu, mais je crois que j'avais déjà dit dans cette salle une fois, on avait entendu des sommes à 600 millions. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas d'où ça vient, et personne n'a jamais réussi à nous expliquer d'où ça sortait. On en est très loin. Aujourd'hui, la DGCCRF nous demande de faire un exercice contrefactuel. Donc, il faut imaginer comme si ça s'était fait, mais que ça ne s'était pas passé. Enfin, je n'ai pas tout compris exactement. Mais en tout cas, on est incapable de dire avec précision ce que ça rapporte. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné sur ce... Il y a d'autres sujets, et il y a d'autres systèmes qui ont fonctionné, mais celui-là n'a pas fonctionné. Merci, Monsieur Michaud. Il fallait que je réponde à tout en une minute. Non, mais on vous laisse le temps impossible. après, vous inquiétez pas. C'est pour la dynamique de la commission, mais on vous laisse le temps après de revenir sur les sujets que vous souhaitez, sur lesquels vous n'auriez pas eu le temps d'apporter de réponse. Pour le groupe Ensemble pour la République, je cède la parole à Madame Anne-Sophie Ronceret.
Merci, Monsieur le Président Michel-Édouard Leclerc et Monsieur le Président exécutif, mes chers collègues. Votre enseigne compte aujourd'hui parmi les principaux acteurs de la distribution en France et votre politique commerciale joue un rôle déterminant à la fois pour le pouvoir d'achat des ménages, le revenu de nos agriculteurs, ainsi que sur l'équilibre de l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Et ce poids ne s'exerce plus seulement dans un cadre national. Vos décisions se prennent désormais largement au niveau européen au travers de centrales d'achat. Le risque est connu, cela complexifie le contrôle et l'application des règles avec des décisions pouvant contourner l'esprit de nos lois françaises tout en impactant directement les revenus de nos agriculteurs. Or, depuis 2018, la France a fait le choix des lois Egalim pour assurer un garde-fou contre des déséquilibres persistants entre producteurs, industriels et distributeurs. Il n'est pas entendable que des règles françaises adoptées pour mieux protéger nos agriculteurs et rééquilibrer les relations commerciales soient présentées comme un handicap ou contournées par des montages contractuels sophistiqués. C'est précisément pour répondre à cette nouvelle réalité que nous considérons nécessaire de bâtir un Egalim européen pour garantir une meilleure répartition de la valeur, un revenu digne pour nos agriculteurs et un levier de souveraineté alimentaire dans un contexte de concurrence internationale et de défis commerciaux majeurs, je pense notamment au Mercosur. L'objectif aujourd'hui n'est pas de désigner un coupable, mais bien de s'assurer que l'architecture européenne des négociations permette des relations loyales où qu'elles se tiennent et que les acteurs de la distribution, dont votre enseigne, y prennent clairement leur part de responsabilité. C'est pourquoi j'ai 2 questions. Premier point, la sanctuarisation du prix agricole amont. Êtes-vous prêt à vous engager clairement pour que le prix payé aux agriculteurs reste construit à partir de ces coûts et que ces engagements soient contrôlables par les autorités compétentes, y compris pour les marques distributeurs? Et deuxième point, le rôle des centrales d'achat européennes. Leclerc appartient à la centrale d'achat Eurelec, basée en Belgique, qui négocie avec une 50aine d'industriels. Cette centrale regroupe 3 distributeurs, un néerlandais, un allemand et Leclerc côté français. Or, les contrats conclus par les centrales néerlandaises et allemandes sont soumis aux droits de leurs pays respectifs, tandis que les contrats conclus par Leclerc relèvent, eux, du droit belge. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons Leclerc est le seul membre de cette centrale d'achat à ne pas conclure ces contrats sous le droit national du pays de destination des produits? Et l'objectif n'est-il pas clairement d'échapper au droit français et à la volonté du législateur? Au regard du poids de votre enseigne, la façon dont Leclerc se positionnera sur ces sujets pèsera lourd dans la crédibilité de nos lois Egalim aujourd'hui et dans la construction d'un cadre européen demain. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur Michaud. Je vais essayer d'être plus rapide. Sur la sanctuarisation en amont, on n'a jamais, je dis bien jamais, eu de problème à sanctuariser en amont la MPA de nos agriculteurs, sauf que ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Nous, s'il y avait un vœu que l'on souhaiterait mettre en place, vous parlez d'une européanisation des Egalim, ça serait la contractualisation amont. Nous, on n'a pas de souci avec ça. On contractualise, l'industriel contractualise en amont avec le monde agricole, quel que soit son domaine. On fixe et ils fixent ensemble une MPA, un prix, quelque chose, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de souci. Là, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité là-dessus, et sur Egalim, on a l'article 3 qui nous donne aucune visibilité sur le prix payé par l'industriel aux agriculteurs. Et c'est bizarre parce qu'il y a certains industriels PME avec qui on n'a pas de souci. Ils utilisent l'article 1, voire l'article 2. Et c'est à peu près toujours les mêmes, dont je ne citerai pas le nom, qui utilisent toujours l'article 3, qui se réfugient derrière le secret des affaires. Et on n'a aucune visibilité là-dessus. Donnez-nous de la visibilité là-dessus et on n'aura pas de souci sur le sujet. On pourra avoir un prix fixé et sanctuarisé, comme vous dites, parce qu'aujourd'hui, le prix de la MPA n'est pas sanctuarisé par la loi. Pour les centrales européennes, j'ai peur de ne pas avoir le temps parce qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Là, c'est un peu court, c'est un sujet un peu long. Enfin, excusez-moi, Madame la députée. Merci, Monsieur Michaud. Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur René Pilato, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, chers collègues, Monsieur le Président Leclerc, hypocrisie ou inconscience? Votre défense de l'entreprise Chine hier, qualifiant la plainte des députés de balle des aveugles, pose question. Il s'agit tout de même d'une entreprise accusée de contrefaçon massive et de travail forcé, une entreprise avec un impact environnemental dénoncé par toutes les ONG.
En fait, votre déclaration n'est pas surprenante car l'hypermarché et l'ultra fast fashion partagent un même modèle, celui du bas coût, quoi qu'il en coûte, avec une pression constante sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Chez Shein, c'est 75 heures par semaine pour 600 € par mois. Chez Leclerc, ce sont des négociations au détriment des agriculteurs. Être le moins cher a un prix, celui qui leur interdit de vivre dignement. Vos méthodes sont si dures que l'an dernier, vous avez été condamné à une amende de 58 millions d'euros. Laisser Chine s'installer sur le marché français, c'est accepter des conditions de production inacceptables, poussant dans la misère celles et ceux qui produisent, les poussant parfois jusqu'au pire. Car oui, actuellement, pour qu'un fabricant français reste compétitif face à ce type de concurrence, il doit tendre vers les mêmes conditions de production, ou partir, ou mourir. Importer Chine en France, c'est importer son modèle social, et personne ici ne veut de ce modèle, pas même vous. Alors, hypocrisie ou inconscience? Votre défense de Chine est le symptôme d'une contradiction, celle de vouloir protéger la production française, comme vous l'affirmez, tout en la soumettant sans condition à une concurrence internationale débridée. Posture paradoxale, Monsieur le Président Leclerc, car face à un tel gouffre entre standards environnementaux et sociaux, deux choix. Celui actuel d'obliger nos producteurs à délocaliser ou à réclamer un moins-disant social et environnemental, ou bien réguler en mettant en place un protectionnisme solidaire. C'est ce second choix que nous portons à la France insoumise, utiliser les leviers douaniers et les circuits courts pour réguler le marché, tout en favorisant notre souveraineté alimentaire et industrielle. Accepter la concurrence pour des prix toujours plus bas, c'est accepter que demain, dans vos rayons d'hypermarché Leclerc, se retrouvent des produits résultant du travail forcé ou de l'esclavage moderne. Alors, Monsieur le Président Leclerc, concurrence internationale débridée ou protectionnisme solidaire? Je vous remercie. Alors, je vais répondre si vous voulez bien. Bien sûr. Ça fait 7 ans que Shein est en France. Qu'est-ce qui fait là que tout d'un coup, on découvre Shein? Qu'est-ce qui se fait? Et où était l'État? Et où sont les services des fraudes? Et voilà. C'est ça, moi, qui... je suis solidaire de mes collègues concurrents et néanmoins hommes de métier qui interpellent la justice pour remettre ça au carré. Mais franchement, est-ce que c'est pas une inversion des rôles? Pour ma part, je considère que le respect des normes, le retrait des produits illégaux ou le retrait de produits non conformes ne m'appartient pas à moi, commerçant concurrent. Enfin, c'est quand même une inversion des rôles. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Donc, je ne cautionne personne dans ce qui est proposé au BHV ou ailleurs. C'est mon concurrent. Mon concurrent, je vais relever le défi. Nous allons relever le défi comme on l'a fait pour Amazon. Vous avez oublié que ces polémiques ont eu lieu pour Amazon, pour Primark. Quand Primark est arrivé en France, on a dit que c'était de la merde et tout ça. Et aujourd'hui, Primark est la marque préférée des Français. Hein, n'oubliez pas ça. Et puis quand mes parents ont commencé à vendre moins cher, tous les autres commerçants ont commencé à dire que si le petit pois dans la boîte de conserve de Leclerc était moins cher, c'est qu'il y avait moins de petits pois dedans. Et quand moi je suis rentré dans la distribution, les centres Leclerc m'ont confié la distribution de carburant. Et comme on était moins cher et qu'on n'a pas arrêté d'être moins cher, on disait qu'on l'a coupé avec de l'eau. D'ailleurs, c'était quand même une ineptie. Et j'ai dû aller d'émission de télévision en émission de télévision pour dire que c'était Elf et Total qui me fournissaient et qu'on avait des dépôts communs. Donc, une chose est que la loi soit appliquée, et c'est à l'État de la faire appliquer, la direction des fraudes. Nous, on nous demande de retirer pratiquement un produit par semaine ou 2 produits par semaine pour non-conformité, principe de précaution, etc. La même chose, qu'on fasse la même chose vis-à-vis de notre concurrent. Et je ne cautionnerai ni les modes de production dénoncés, ni la vente de produits illégaux, et encore plus, même sur une place de marché, de produits porno ou de produits des armes et tout ça. Mais franchement, n'inversez pas la charge de la preuve, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Leclerc. C'est quand même la preuve d'un État pas toujours dans les magasins, du bon côté. Merci beaucoup. Nous allons passer au groupe socialiste. Madame Mélanie Thomas, vous avez la parole, Madame la députée. Pardon. Merci.
Merci Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, chers collègues. En 2024, le chiffre d'affaires de votre entreprise atteignait les 50 milliards d'euros et bénéficiait d'une croissance de 2,4%. Même année d'après l'INSEE, le revenu disponible moyen annuel des ménages agricoles était de 17 000 euros, tandis que 16% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. L'Observatoire sur la formation des prix et des marges montre quant à lui que sur 100 euros dépensés en alimentation par les consommateurs, seuls 6,40 euros reviennent aux agriculteurs contre 15,50 euros pour la distribution. Ces décalages abyssaux illustrent les inégalités de la répartition de la valeur entre grandes enseignes alimentaires et agriculteurs. En effet, une pratique bien connue des distributeurs consiste à optimiser leur rentabilité en jouant sur les marges selon les produits. Certains servent de produits d'appel pour attirer les consommateurs, tandis que d'autres, notamment sur les produits du quotidien, subissent des marges bien plus élevées. Avec le groupe socialiste, dans le cadre de la loi sur le seuil de revente à perte, nous sommes parvenus à modifier les sanctions des distributeurs. Dorénavant, Monsieur le Président Leclerc, si vous ne respectez pas la loi, vous paierez en montant de votre chiffre d'affaires. Vous ne serez plus sanctionné d'une anecdotique amende forfaitaire dérisoire, mais de plusieurs centaines de millions d'euros. Partagez les revenus. Par ailleurs, nous avons obtenu un mandat de l'IGF pour aller inspecter les marges brutes réelles des distributeurs. C'est une question de justice pour les agriculteurs quand on défend le juste échange, le partage de la valeur, les négociations tripartites et la contractualisation obligatoire. Monsieur le Président Leclerc, les jeunes agriculteurs continuent à se mobiliser contre ceux qui ne jouent pas le jeu, comme devant votre enseigne ce week-end à Gouesnou, dans le Finistère. Viande argentine étiquetée française, beurre irlandais, gruyère allemand. Le groupe Leclerc ne met pas toujours en avant les producteurs français et le manger français dans ses produits alimentaires. Autre pratique bien connue, menacer les coopératives agricoles de baisser les volumes s'ils ne baissent pas leurs prix. Les agriculteurs de mon département me le disent très clairement. Avant même que les négociations commerciales aient commencé, vous leur annoncez déjà baisser le prix des produits, notamment le prix du lait, de 10%. Alors que nous sommes dans l'urgence de renouveler les générations et de bien rémunérer les agriculteurs, vos pratiques fragilisent des filières stratégiques et le revenu des agriculteurs. Enfin, en vous lisant dans le télégramme de ce matin, je dois vous concéder que je partage votre constat lorsque vous dénoncez l'opportunisme de certains parlementaires macronistes qui veulent subitement interdire Shein. Il est vrai qu'après 8 années de pouvoir macroniste, d'un laisser-faire sur d'immenses plans sociaux, découvrir aujourd'hui les méfaits du libéralisme outrancier est assez saugrenu. Mais ne nous détournons pas d'une question centrale. Vous, Monsieur le Président Leclerc, que faites-vous pour lutter contre les concurrences déloyales? Que faites-vous pour protéger les éleveurs, les producteurs, les salariés agricoles? Tirer les prix par le bas n'est pas sans impact social dans nos territoires. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Qui souhaite répondre? On va répondre tous les... C'est Oui, Philippe qui va vous répondre, mais juste, je voudrais vous rappeler, en tant que Breton, nous sommes fondateurs de Produits en Bretagne. C'est Leclerc qui a créé Produits en Bretagne avec un journaliste du Télégramme. Et nous sommes, je pense, le premier débouché direct et valorisant de produits en Bretagne. D'accord ? Je voulais rappeler ça. Eh bien, nous sommes normands et nous sommes producteurs d'une marque qui s'appelle Vachement Normand et qui permet au monde agricole qui nous entoure, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est, je me répète, mais qu'on est sur les territoires. Donc on est entouré de tout ce monde agricole. Donc on le connaît un petit peu par cœur, on a des échanges avec eux, et quand on a des échanges directs, on n'a aucun souci. Donc Vachement Normand, on a commencé par le lait, après on a continué sur les vaches de réforme, et on a continué sur les œufs, le beurre et la crème. Donc on sait faire ça. Donc on n'a pas de souci sur le respect. On ne peut pas nous jeter au visage le fait qu'on ne respecte pas le monde agricole et le prix payé. Nous, le prix bas, c'est pas un prix bas, à la Chine, on va dire ça comme ça, ou à la Tému. Nous, un prix bas, c'est le juste prix pour l'attente du consommateur dans sa gamme de produits, celle qui peut se payer. C'est ça le prix bas. Moi, le prix bas, il est sur le pâté de foie, il est sur le foie gras. C'est pas que tirer le prix vers le bas, ça nous intéresserait pas. Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier. Sincèrement, si je devais juste tirer le prix bas au prix bas du prix bas du prix bas, ça ferait longtemps que je ferais autre chose. Merci, Monsieur Michaud. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Jérôme Nury, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, l'enseigne Leclerc connaît un vrai succès sur l'ensemble du territoire
et votre communication efficace et bien huilée permet à vos adhérents d'être reconnus par les habitants et les consommateurs. Vous-même, Monsieur Leclerc, êtes connu et reconnu par des prises de position polémiques ou des annonces tapageuses de temps en temps dans les médias, permettant ainsi à l'enseigne d'être souvent sous la lumière justement à la télé ou dans les différents médias. Vous permettant également de nourrir peut-être quelques espoirs de rentrer un jour au gouvernement comme votre ancien concurrent de Système U. Cette saturation médiatique de l'enseigne Leclerc et de vos quelques concurrents se fait au détriment du commerce de proximité qui n'a pas les moyens de lutter face à cette communication de masse. Le développement à outrance de la grande distribution a, vous le savez, fragilisé le commerce de proximité de centre-ville. Ce dernier souffre depuis de nombreuses années, malgré les heures et les heures de travail des petits commerçants, malgré les investissements qu'ils réalisent, malgré les innovations qu'ils portent, et les territoires ont des difficultés de plus en plus grandes à lutter contre les fermetures de magasins. Ce commerce de proximité est pourtant pourvoyeur d'emplois, apporte du service à la population et apporte tout simplement de la vie dans les centres-villes et dans les villages. Comment une grande enseigne comme la vôtre peut soutenir ce commerce de proximité ? Avez-vous une approche spécifique pour ces petits commerçants pour les approvisionner à des tarifs compétitifs leur permettant de gagner leur vie ? Non, pour que l'on puisse avoir des prix compétitifs, comme vous dites, et il faut rentrer dans notre système, on a du mal et on peut pas le faire. Sur ce sentiment que l'on a de la distribution qui appauvrit les centres-villes, etc., je vais juste vous donner un exemple personnel. Je suis dans une petite ville de 4000 habitants. Dans cette petite ville, il y avait une librairie qui s'appelait la librairie Le Petit, père en fille, et ça devait faire 70 ans qu'ils étaient là. Et tant qu'ils étaient là, j'ai jamais voulu monter un espace culturel. Pourtant, tout le monde me le réclame, tout le monde me le demande. Malheureusement, la vie a fait qu'ils n'ont pas pu garder leur boutique, mais c'est la vie qui veut ça. Vous avez 4 pas de porte qui ferment du jour au lendemain dans une ville de 4000 habitants parce que malheureusement, voilà, ils ont eu des problèmes. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est leur problème à eux. Donc je peux pas vous en parler. Mais j'ai jamais voulu déposer une CDAC pour ne pas avoir l'idée que cette entreprise familiale pourrait tomber à cause de moi. Et donc, maintenant, c'est fermé, donc je vais le faire. Mais je n'ai, en 23 ans, jamais déposé un dossier là-dessus. Donc, faut pas penser... Moi, je suis dans ce territoire-là. C'est une ville hyper commerçante. C'est un tout petit village, mais hyper commerçant. Il y a des métiers de bouche, il y a des pâtisseries, il y a des boulangeries. Il y a 7 boulangeries. Enfin, c'est monstrueux, c'est génial. J'ai aucun intérêt à aller flinguer ce centre-ville. Au contraire, je participe dès qu'ils ont besoin, je participe à l'union des commerçants s'ils ont besoin, etc., etc. Maintenant, aller fournir de la farine au boulanger local, je ne suis pas certain que lui-même accepterait. Donc, mais on ne s'est jamais posé la question non plus. Merci, Monsieur Michaud. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Boris Tavernier, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président exécutif, Monsieur le Président du comité stratégique. Quand on vous écoute dans les médias, on a souvent un sentiment, la grande distribution n'est responsable de rien. Vous seriez pris en étau, écrasé tantôt par les consommateurs, tantôt par les industriels, quand ce n'est pas par la réglementation. Au milieu de tout cela, vous ne feriez que répondre vaillamment à la demande des citoyens. À croire finalement que vous ne décidez de rien. Et pourtant, c'est bien la grande distribution qui choisit ce qu'il y a ou non dans les rayons, à quel prix, sous quel agencement. C'est bien la grande distribution qui décide sur quels produits faire ou non des promotions, des opérations marketing. Bref, on dirait quand même que vous avez du pouvoir, bien plus en tout cas que les consommateurs qui, eux, subissent vos choix. Donc, messieurs, je vous soumets ma liste de courses. Une liste d'actions dont la réalisation ne tient qu'à vous pour améliorer la situation agricole, sanitaire, alimentaire du pays. Bref, une liste de recommandations pour progresser un tout petit peu vers le respect du droit à l'alimentation. Premièrement, c'est très simple, engagez-vous à ne pas vendre de produits alimentaires qui seraient issus de l'accord du libre-échange avec le Mercosur. Vous le savez, dans le pays, nous sommes nombreux à nous opposer à cet accord, tous les syndicats agricoles, les assos, les citoyens, les députés. Mais si jamais ça ne suffisait pas et que cet accord aboutissait, alors vous aurez encore les moyens de le faire capoter en refusant de vendre les produits qui en seraient issus. Deuxième demande, cessez avec le marketing qui vise les enfants. C'est particulièrement lâche. Par exemple, les bonbons en caisse pour faire craquer les mômes. En 2008, la ministre de la Santé vous avait demandé de les retirer.
Irresponsables, vous les remettez. 86% des supermarchés placent volontairement les sucreries à cet emplacement stratégique. Inversez la tendance, placez des produits sains dans ces lieux, à proximité des caisses, des entrées et sorties de magasins, en tête de gondole. Troisième demande, soutenez nos agriculteurs bio. Faites-leur de la place. Le déréférencement des produits bio constaté depuis quelques années dans les supermarchés nuit à la filière. La manière dont la grande surface organise et présente les produits bio joue un rôle important sur la demande pour ces produits. Alors engagez-vous sur un objectif de 21% de linéaire de vos rayons consacrés à des produits bio, objectif aligné avec celui de 21% de surface agricole pour 2030. De la même manière, quatrième demande, n'appliquez pas un taux de marge supérieur sur les produits biologiques et sous label de qualité par rapport aux produits conventionnels de la même catégorie de produits. Cinquième demande, cessez de dévaloriser la valeur de l'alimentation. À partir de demain, plus de publicité comparative. Enfin, dernière demande, augmentez significativement la part des promotions pour des produits sains et durables, afin qu'ils soient plus abordables. Dans les supermarchés, seule une promotion sur 10 porte sur les aliments sains, comme les fruits et les légumes. La majorité des promos sont pour des produits dangereux pour la santé et pour l'environnement. Il est temps d'inverser la tendance, comme vous le demande par exemple Foodwatch, la Fédération des diabétiques ou France Asso Santé. Messieurs, voici une liste non exhaustive de leviers sur lesquels vous pouvez agir. Vous avez bien plus de pouvoir que les consommateurs pour faire bouger les choses. Ma question est donc simple. Êtes-vous prêt à assumer vos responsabilités en matière de santé et de durabilité, ou sommes-nous forcés de légiférer pour vous y contraindre? Merci. Merci, monsieur le député. Qui va? Monsieur Leclerc? Allez-y. Bon, vous nous donnerez votre carte, on fera la liste de courses. En fait, il faut que vous le sachiez, le bio, on était pionniers, on était bons, mais c'est le secteur qui n'a pas voulu nous livrer. Pendant très longtemps, comme c'était un secteur de militants, moi j'étais aux Amis de la Terre, hein, je connais bien, donc ils sont partis dans un circuit sélectif, et puis après, tout le bio est devenu non concurrencé, et avec le résultat, c'est que dans mon marché à Concarneau, le bio était 45-50% plus cher que le produit dit naturel local. D'accord ? Donc, à un moment donné, le bio, c'est pas Leclerc qui l'a foutu en l'air. Nous, aujourd'hui, nos marques de distributeurs, on a des contrats bio, on a des contrats tripartites, pour répondre aussi à la question sur la MPA. Et aujourd'hui, on est militant du développement du bio, au moins sur ce sujet-là. Mercosur, il n'y a pas de contradiction. Nous, on n'est pas des importateurs du Mercosur. On n'importe pas de tourteau de soja. On a un petit peu de vin chilien et un petit peu de vin argentin. Entre parenthèses, c'est des vignobles qui ont été conçus par des Français. D'accord ? Et si vous... on a déjà pris position pour ne pas signer l'accord sans clause de réciprocité et tout ça. Donc on est d'accord avec vous. Et puis après, juste pour le rôle de la distribution, justement, on voudrait... Vous allez faire une commission d'enquête sur les marges de la distribution. Enfin, c'est une députée ou sénatrice écologiste qui voulait le faire. Et donc, je lui ai suggéré de mettre tout le monde, parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas nier non plus l'ILEC, l'ANIA, le lobbying des grands industriels. À un moment donné, les méchants ne sont pas ceux qu'on croit. Merci, monsieur Leclerc. Pour le groupe des démocrates, madame Louise Morel, vous avez la parole, madame la députée. Merci, monsieur le président, messieurs les présidents, chers collègues. Je prends la parole au nom du groupe Les Démocrates pour vous interpeller à mon tour sur la mise en œuvre des lois Egalim adoptées depuis 2018, visant à mieux répartir la valeur et assumer une rémunération plus juste du travail agricole. Si ces lois ont permis des avancées, leur application reste inégale, fragilisant les équilibres recherchés dans un contexte où de nombreux agriculteurs connaissent déjà une forte précarité. Leur taux de pauvreté atteint 16,2%, c'est 2 points au-dessus de la moyenne nationale. Vous avez déclaré, monsieur Michaud, avoir besoin que l'État fasse respecter les règles. Eh bien, nous partageons cet objectif et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous poser plusieurs questions de fond très précises pour que l'on puisse agir et aider nos agriculteurs à sortir de ces taux de pauvreté trop importants. Tout d'abord, pouvez-vous nous préciser la répartition et son évolution parmi vos fournisseurs entre grandes entreprises, PME, TPE et coopératives? Ensuite, concernant la rémunération des producteurs, pour quelles raisons votre entreprise n'a-t-elle pas participé à l'expérimentation relative à l'affichage des conditions de rémunération prévues par Egalim 2 et envisagez-vous de répondre au prochain appel à manifestation d'intérêt? Comment veillez-vous au respect du caractère non négociable de la part liée au coût de production? Et comment appliquez-vous la majoration de 10% du seuil de revente à perte? Enfin, au sujet des négociations commerciales, 2 questions. Au 10 mars 2025, une part importante, 55%, des contrats restaient non signés.
Comment allez-vous assurer à l'avenir le respect de la date butoir du 1er mars ainsi que le calendrier prévu par la loi? Et plus globalement, comment garantissez-vous le respect du droit français lorsque des négociations se déroulent hors du territoire national? Vous l'aurez compris, notre objectif avec le groupe Les Démocrates, c'est de nous assurer que les intentions du législateur se traduisent pleinement sur le terrain. Je vous remercie de vos éclairages. Alors c'est pareil, en 1 minute, ça va être un peu compliqué. MPI, MPA, 2 minutes, merci. MPI, MPA, c'est à partir du moment où vous souhaitez, par la loi, contraindre la MPA et la MPI, il n'y a plus de négociation. C'est un peu la soviétisation de nos accords distributeurs industriels. Donc après, ça sera un choix qui sera à faire par les assemblées qui nous gouvernent. Mais bien évidemment, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que je dis ça un peu sous le ton de la boutade, mais si vous intégrez les MPI, c'est tellement complexe en termes de qu'est-ce que vous mettez dedans, qu'est-ce que la MPI contrainte, l'électricité ou le salaire, mais les salaires vous mettez quoi? Enfin, c'est ingérable. Et puis, c'est quand même une négociation entre un fournisseur et un distributeur. Et j'essaie d'être rapide sur mais je pense qu'on va y revenir sur nos centrales européennes parce que le 1er mars, allez, je vais être très, très clair, on a à peu près 3500 accords annuels. Sur les 3500 accords, on a 3450 qui sont négociés avec des PME françaises, avec un arrêt avec un arrêt au 1er mars, avec voilà, tout ce qui va dans le principe. Et nos centrales européennes gèrent 50aine de fournisseurs multinationales, pas que de l'agro-industrie d'ailleurs, hein, ça peut être aussi des fournisseurs de DPH ou autres. Et là, on est sur du droit belge. Et on ne peut pas imposer de date à nos partenaires allemands et belgo-hollandais. Merci, Monsieur Michaud. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thierry Benoît, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, moi je voudrais m'appuyer sur les travaux de la commission d'enquête que nous avions conduite il y a quelques années, où nous avions compris que le système des négociations commerciales est un écosystème complexe, voire très complexe. À l'époque, on a découvert ce qu'on appelle communément les centrales d'achat, et derrière les centrales d'achat, on a découvert les centrales services. Copernic, Copelec, pour le secteur qui nous concentre aujourd'hui. Et lorsqu'on avait auditionné les représentants du secteur de la distribution, que ce soit Leclerc ou vos concurrents, on avait quand même observé que les représentants de la distribution avaient du mal à décrire la nature des services qui étaient proposés. Ensuite, ils avaient du mal aussi à nous expliquer que pour vendre un produit, ou présenter et vendre un produit à une centrale d'achat, il faut derrière, entre guillemets, passer par l'acceptation de services, alors je dirais, dont certains sont sans doute réels, mais certains apparaissaient comme virtuels. Et surtout, la question, c'est le manque de corrélation entre la nature des services proposés et le montant des factures qui sont facturées aux industriels. L'un d'entre vous évoquait tout à l'heure la captation de valeur inutile. Mon raisonnement et celui de la commission d'enquête à l'époque était qu'il était là capter de la valeur qui pourrait être restituée à l'amont, soit aux industriels, aux transformateurs, ou soit aux agriculteurs, puisque c'était votre sujet tout à l'heure, Monsieur Michaud, la captation de valeur inutile. Et donc aujourd'hui, ce système des centrales services se poursuit. Vous, le groupe Leclerc, qui êtes précurseur, est-ce que vous ne pourriez pas aller vers une simplification des négociations dites commerciales? Je porte le regard aussi sur la question des pénalités logistiques. Autre sujet, on parlait tout à l'heure des indicateurs de coûts de production. En 2022, Angela Merkel et Emmanuel Macron décident de mettre en place l'ovosexage, filière œuf, pour supprimer le broyage des poussins. 2 ans après, on n'est toujours pas, quand je dis on, la distribution et la filière de l'œuf n'a toujours pas trouvé un accord, alors qu'on sait que l'ovosexage
pour le secteur de la production d'œufs, ça se traduit par un coût du poussin qui oscille, un coût supplémentaire entre 88 centimes et 1 euro. Donc là, l'indicateur, il est connu. Comment le secteur de la distribution ne peut pas prendre en compte cet indicateur et le répercuter sur le consommateur? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Là aussi, je vais essayer de faire vite. Ah, j'ai le temps. D'accord, super. Donc, suite à votre commission de 2019, je crois, c'est ça, de 2019, l'ILEC, qui avait été interviewé à ce moment-là et certainement qui avait porté plainte au niveau européen sur la Commission européenne sur ces pratiques-là. Et la Commission européenne est arrivée à une conclusion qu'il n'y avait rien d'anticoncurrentiel sur les pratiques et que ces pratiques aidaient à favoriser le pouvoir d'achat des Européens, en tout cas des clients, des sociétés. Il n'y a pas que nous qui faisons ce genre qui avait mis en place ce genre d'opération. Copernic, c'est 2006. Egalim, c'est 15 ans après ou 10 ans après. Donc, nous dire aujourd'hui que l'on a monté des entreprises ou des centrales européennes pour contrecarrer ou contourner une loi qui n'existait même pas dans les esprits en 2006, c'est vrai qu'on essaie de le dire, on n'essaye pas de se justifier, on n'a pas à se justifier, mais on trouve quand même un petit peu bizarre. Donc ça, c'était pour Copernic. Copernic, c'est une association, je vais être très clair, une association comme un peu Relec, avec des distributeurs européens, où l'on a des contrats pluriannuels. Donc le côté, vous êtes obligé de payer pour négocier. On négocie avec les entreprises tous les ans, mais on a des contrats pluriannuels. Donc ça veut dire que ça déconnecte de la négociation annuelle, avec des alliances sur une OP, des promos, des visibilités, des volumes. En Europe, un fournisseur, ça fait depuis 2006, ça fonctionne. J'imagine que vu la taille des fournisseurs qui négocient avec nous... Michaud. Pardon. Ah Vous reviendrez dans votre conclusion. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, monsieur David Topiac, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président, monsieur Michaud, monsieur Leclerc. Quelques constats sur les 8 premiers mois de 2025. Nous avons une balance commerciale alimentaire historiquement basse avec une dégradation de 93% du solde commercial cumulé par rapport à la même période en 2024. On est passé de 4,5 milliards à 350 millions. Quelques exemples sur le colza, où notre dépendance augmente, sur les fromages, sur le beurre, mais également sur les volailles. Pouvez-vous nous dire quelle est la part des produits alimentaires importés dans vos rayons ? Deuxième constat sur les plateformes. Dans une lettre adressée au commissaire européen Stéphane Séjourné, chargé de la prospérité de la stratégie industrielle, les principales organisations représentant la chaîne agroalimentaire française expriment leurs préoccupations quant au contournement des règles françaises à travers le recours croissant des centrales d'achat européennes basées hors de France. Quelle est pour votre part la part des produits qui sont négociés sur des plateformes situées à l'étranger ? Je poursuivrai avec des déclarations de M. Leclerc qui, concernant la loi Egalim et le dispositif de seuil de revente à perte plus 10%, émet des doutes. Évidemment que nous avons travaillé sur le sujet et que nous considérons que nous sommes loin du compte sur les retombées pour les revenus des agriculteurs. Malgré tout, quel dispositif proposer ? Alors, je sais que vous travaillez sur les alliances locales qui ont des effets bénéfiques, et je le salue, sur les territoires, pour des revenus pour des agriculteurs, avec des contrats en gré à gré. Malheureusement, quand on enlève les importations d'un côté, les produits négociés sur des plateformes à l'étranger, je suppose que cela représente une part négligeable de votre chiffre d'affaires. Quelle part d'ailleurs ? Et quelles propositions faites-vous pour jouer un effet vraiment levier auprès des agriculteurs pour améliorer leurs revenus ? Monsieur le député, je ne vais pas revenir sur les centrales européennes, parce que je pense que ça fera peut-être un autre tour tout à l'heure, un peu plus dans le détail. Les produits, on a des contrats tripartites, comme vous l'avez dit, on a des contrats de gré à gré, on a aussi des contrats tripartites. Je suis dans l'impossibilité aujourd'hui de vous dire quelle est la part d'importation
de nos produits. Ce serait trop complexe et je vous raconterai des histoires. Par contre, je peux vous le fournir quand vous le souhaitez et on peut travailler dessus. J'ai pas de problème là-dessus. Et sur les produits, alors j'ai le chiffre en tête, mais je suis pas certain de répondre à votre question. J'ai le chiffre en tête de tous les producteurs de FEF, donc c'est-à-dire les PME locales dans nos entreprises, c'est à peu près de l'ordre de 12%. Et donc voilà, c'est à peu près les chiffres que je puisse vous donner. En plus, on est enregistré, donc il y a quand même pas, je n'ai pas envie de donner tous mes chiffres comme ça à la télé. Mais donc voilà, je ne peux pas aller plus loin, mais on pourra toujours vous les donner en off derrière, il n'y a pas de souci. Merci, Monsieur Michaud. Nous en avons terminé avec les orateurs des groupes. Nous avons 9 questions individuelles. Je vous rajoute, Monsieur 10, Monsieur Benoît, pour un droit de suite. Je vous propose de les prendre par paquet, de manière à ce qu'on laisse le temps et à Monsieur Michaud et à Monsieur Leclerc de pouvoir y répondre plus longuement. Monsieur Rivière, pour la première question. Allez-y, Monsieur Benoît, vous pouvez tout vous permettre. Monsieur le Président, parce que je porte une affection particulière aux deux Normands que vous êtes, président Travert et président Michaud, mais nous portons aussi une affection particulière aux Bretons, Michel-Édouard Leclerc. Comme nous sommes peu nombreux, si on pouvait donner le temps, enfin je regarde les collègues, aux invités de répondre et de développer un petit peu, ce serait quand même intéressant. Parce que le format des commissions, reconnaissons, chers collègues, qu'il est frustrant. Il empêche les invités de répondre plus largement, et autant que la commission soit instructive pour les députés, pour les invités, mais pour celles et ceux aussi qui s'intéressent à nos travaux. Je suis bien d'accord, si c'est possible. Merci. Mais nous pourrons y retravailler, mais on va essayer de regrouper et de laisser le temps pour répondre avec les questions individuelles. Oui. Très bien. Il faut qu'on ait terminé à 18h15 aussi, hein, parce qu'il y a des obligations aussi. Voilà. Alors, Monsieur Rivière, vous avez toujours la parole. Monsieur le Président Leclerc, à La Réunion, les couches culottes pour bébé coûtent plus cher que le rhum. Êtes-vous prêt à travailler avec les OPMR pour une plus grande transparence des prix et de vos investissements? Êtes-vous prêt à revoir vos marges au-delà du fait que vous donnez du travail aux Réunionnais? Et si demain matin, au Rassemblement national, on supprime l'octroi de mer, êtes-vous prêt réellement à baisser les prix? Enfin, comment pouvez-vous aider le petit commerce alimentaire de proximité qui est moribond? Je vous remercie. Merci, Monsieur Rivière. Madame Lepé. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, malgré les lois, les agriculteurs voient trop peu, la traduction de ces avancées dans leurs revenus. Et vous-même avez annoncé récemment, vous avez indiqué que les prix alimentaires avaient augmenté d'environ 22% en 3 ans, sans que les producteurs en profitent réellement. Alors ma question est double. D'abord, à partir d'un panier type vendu dans vos magasins, comment se répartit aujourd'hui la valeur entre l'agriculteur, l'industriel et la distribution? Et en deux, quel engagement supplémentaire votre mouvement est-il prêt à prendre de sa propre initiative, par exemple en matière de contrats pluriannuels indexés sur les coûts de production ou de transparence des marges, pour que la part agricole progresse réellement dans les prochaines négociations? Vous l'avez dit, un volume sans bon prix est un échec. Je vous remercie. Merci, Madame Lepé. Monsieur Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Bonjour. Monsieur Michel-Édouard Leclerc, vous avez dit dans votre propos liminaire que vous souhaitiez une société plus saine et plus souveraine. Non seulement vous le souhaitez, mais je pense que vous le pouvez, puisque aujourd'hui, 8 distributeurs dans notre pays ont la main sur 60% de l'offre alimentaire qui est proposée à nos concitoyens. Et quand les collègues vous posent la question sur la place du bio dans vos magasins et les marges que vous faites, vous dites seulement, vous éludez la question en disant le bio, on est pionnier. Certes, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse avoir des réponses un petit peu plus précises quand on sait qu'aujourd'hui, 50% du surcoût du bio que vous mentionnez est le fait des surmarges de la grande distribution. Donc j'ai 2 questions très simples. D'abord, quelle est la marge pondérée que vous faites sur les produits alimentaires bio? Et ensuite, sur ces questions de prix payés aux consommateurs et des prix payés aux agriculteurs, vous avez dit être opposé au CRP plus 10. J'avais moi-même pointé les effets pervers qu'il pouvait provoquer, ce qui s'est avéré vrai. Quelle est votre position, par contre, sur les prix planchers payés aux agriculteurs? Merci. Afin d'en finir avec ces centrales d'achat qui achètent en dessous des prix de production? Je vous remercie. Merci, Monsieur Prudhomme. Monsieur Biteau, et on termine cette première série. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, aujourd'hui je m'exprime en tant que député, mais je suis aussi paysan.
Et quand je vois le tarif auquel sortent les produits de ma cour de ferme et que je les retrouve dans les étals des grandes enseignes, ça fait froid dans le dos. Et donc, je comprends votre volonté de vouloir proposer des produits le moins cher possible pour préserver le pouvoir d'achat. Je comprends votre volonté de la transparence des industriels et des intermédiaires. Mais vous pourriez avoir un geste un peu plus significatif en direction des producteurs. Moi, les commissaires le savent ici, je ne suis pas un grand fan des outils alambiqués comme Egalim ou CRP+10, dont je ne suis pas convaincu de l'efficacité. En revanche, vous pourriez prendre l'engagement de fixer, une fois que vous avez terminé votre négociation, un montant qui revient directement aux agriculteurs. Et je prends l'exemple de la baguette de pain. Une baguette de pain, c'est 1 euro, 1,10 €. 5 centimes seulement sur le blé. Merci. Vous multipliez par 2 les 5 centimes et vous doublez le prix du blé aux producteurs. Merci, M. Biteau. Allez-y, M. Leclerc. Alors, d'abord, comme je suis pas un petit veau sous la mer, il vous apparaîtra que quand je viens ici, c'est en tant que distributeur qui vend moins cher. J'entends jamais, reconnaissez-le, la critique des distributeurs qui vendent cher. En fait, tout le débat, tout le temps, c'est celui qui essaye de vendre moins cher qui est pointé du doigt. J'insiste, c'est une rhétorique que je connais depuis 40 ans. 40 ans. Je vous interpelle. Je dénonce rien. Je dis simplement que moi, si je suis connu dans les médias, c'est des polémiques sur le moins cher. Essence moins chère, etc. Même sur la loi Lang, le prix unique du livre. Attends, maintenant que j'ai la parole, j'essaye de la garder. Deuxième chose, pas d'ambiguïté, d'accord ? Comme le savent M. Benoît et M. Travers, on n'est pas anti-Egalim. Ne mélangeons pas les choses. Il y a dans Egalim des choses que nous ne comprenons pas. Pourquoi c'est à nous que ça s'applique et pas à la restauration et aux grossistes ? Non, nous ne sommes pas le premier débouché de l'agriculture. D'accord ? Première chose. Donc, posez-vous cette question. C'est vous les faiseurs de loi. Deuxième chose, le SRP+10, aucun d'entre vous, si vous voulez bien assurer la continuité du Parlement, n'a jamais expliqué comment ça pouvait ruisseler de l'aval vers l'amont. Comment la Seine peut remonter du Havre vers sa source. Personne nous les a expliqué. Nous demander de chiffrer ce que nous, on ne comprend pas, comme l'a dit Philippe, c'est quand même... donc, il y a un travail, d'accord ? Et c'est juste, je crois que ça a fait l'objet de polémiques et puis on en a discuté. Ça ne fait pas de nous des ennemis, mais c'est juste qu'il faut comprendre qu'il y ait des divergences. Sur la loi des Crozailles, qu'on a appelée Comtail, et qu'on a mélangé avec la loi Egalim, qui est venue en même temps, on a considéré, ou beaucoup de députés ont considéré que trop de promos tuaient la valeur du produit, la perception de la valeur du produit. Juste pour vous dire, ça a fait plomber le marché des produits d'entretien et ça n'a rien apporté évidemment aux agriculteurs. La loi, les prix minimums ou le SRP+10, mais vous vous rendez compte que on ne nous dit le SRP+10 s'applique sur le produit transformé. Je ne crois pas à la soviétisation des prix et tout ça, mais on le mettrait sur la salade, la pomme de terre, la tomate, et ça pourrait faire sens. Mais c'est sur le Coca, c'est sur le Nescafé, c'est sur le chocolat C'est Moi, c'est sur... Je ne sais pas si ça existe encore, mais vous voyez, le SRP+10, c'est pas sur le produit agricole lui-même. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on a débat et polémique, si vous voulez, mais nous, on n'est pas contre la loi Egalim. Ensuite, il y a un autre sujet. Vous ramenez tout le temps notre métier et l'exclusivité de notre métier, presque, quand vous nous parlez, à la négociation. D'accord ? Je vous rappelle que la préoccupation première des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc, préférence nationale, négociation, exercice du métier, c'est d'abord dans l'intérêt du consommateur. Oui, on entend le discours sur la valorisation de la rémunération des agriculteurs, des transporteurs, de tout le monde. Tout le monde a envie de vivre bien sa vie. D'ailleurs, vous parlez très peu des salariés. Hein, donc, c'est une chose... Ben ouais. C'est dans le débat social, dans le débat aujourd'hui... On oublie que le salaire médian des Français, c'est 1900 balles par mois, 1900 francs par mois. Et donc, quand on dit non, prix bas, il faut nuancer. Il faut se dire qu'aujourd'hui,
la population française qui a été saignée d'une inflation pour laquelle le Parlement n'a fait aucune commission d'enquête malgré nos demandes. Elles vont arriver maintenant, mais on est en déflation maintenant, là. Donc je voudrais justifier notre métier et notre position par rapport à cet historique, d'accord ? Et voilà, nous, on a envie de bien faire notre métier. On veut satisfaire la préférence nationale, on est pour. La souveraineté, on est pour. Mais il ne faut pas exclure les consommateurs français de la préférence nationale. Il ne faut pas l'exclure avec l'incapacité d'accéder aux produits du pays. Et c'est ça, comme l'a dit Philippe, avoir des prix mais ne pas avoir des ventes, ça ne rémunérera pas son producteur. Merci. Nous allons passer à la deuxième série de questions. Monsieur Thierry Benoît, droit de suite. Je reviens sur les négociations, sur les centrales services. Vous qui êtes, entre guillemets, le pape de la distribution et des négociations commerciales, est-ce qu'on peut envisager une simplification des négociations commerciales qui viserait à dire qu'il est possible de négocier et qu'on décorrèle totalement, on stoppe les centrales-services. C'est un autre métier. Parce que la perception que l'on a eue au moment de la commission d'enquête, c'est destruction de valeur, ou tout au moins c'est de la valeur qui ne retourne pas vers l'amont. Première question. Deuxième question, je reviens sur la décision politique d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel d'arrêter le broyage des poussins avec un coût de production, l'ovosexage. Pourquoi le secteur de la distribution, alors que les indicateurs de coûts sont connus, ne prend pas en compte cet indicateur de coût? C'est tout simple, ça. Ça fait 3 ans que les négociations sont en cours avec la filière. Merci. Merci. Monsieur Frédéric Pierre Vos. Président, ma question était similaire à celle de mon collègue de LFI. Je vais donc modifier le sens de ma question. Monsieur Leclerc, vous avez tout à l'heure parlé donc des parkings avec les sources photovoltaïques. J'attire votre attention sur le fait que remettre de l'électricité dans le circuit perturbe non seulement le circuit, mais qu'en plus de ça, elle donne lieu à des rétrocommissions dont vous êtes étranger, auxquelles vous êtes étranger, hein, bien sûr, et que tout ça, c'est avec l'argent des Français, parce que c'est quelque chose qui tourne sur le fait qu'on paye des batteries à côté pour pouvoir récupérer le surplus électrique qui va dans le réseau. En gros, quand on a 100 que EDF doit assurer et que vous produisez 2, ils doivent assurer 80. Mais il y a des 2 qui se promènent en plus. On doit les mettre dans des batteries. Et après, on les crame. Hein. Donc, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Et, oui, mais je sais bien, mais c'est important, Monsieur le Président. Oui, c'est l'argent des Français. C'est une minute quand même. C'est comme ça. Merci. Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, question de député qu'on appelle, paraît-il, dans cet hémicycle macroniste, là, je ne sais pas comment on dit. Bon, bref, ne vous inquiétez pas, on n'est pas contagieux. Alors, j'ai trois questions par rapport à ce que vous avez évoqué. Je voulais revenir sur les véhicules électriques et autres. Vous avez parlé, je voudrais en savoir un peu plus sur votre trajectoire que vous mettez en œuvre pour réussir donc, cette décarbonation en termes de mobilité. Pareil, vous avez évoqué d'un plan de décarbonation pour 2035. Moi, je serais intéressé par atteindre les 50% que vous avez évoqués de baisse de CO2. Quels sont les leviers sur lesquels vous jouez, hein, ça m'intéresse beaucoup. Et puis ensuite, par rapport à la question autour des panneaux, et vous avez dit de l'autonomie énergétique que vous allez atteindre, je voudrais savoir quelle est la vision que vous avez de la question de l'autoconsommation en termes d'électricité. Et c'est une question très intéressante parce que je préside par ailleurs de manière bénévole le Conseil supérieur de l'énergie et on travaille beaucoup ces questions. Et donc si vous avez des pistes d'amélioration, des freins réglementaires ou autres, ça m'intéresse de les connaître pour améliorer l'autoconsommation. Merci Monsieur Fugit. Madame Nosbé, on termine cette deuxième série. Merci Monsieur le Président. Monsieur Michaud, Monsieur Leclerc. La loi Egalim a pour but donc de permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur. Elle n'est pas suffisante, on le reconnaît, mais elle a le mérite d'exister. Vous avez déclaré, Monsieur Leclerc, en septembre dernier à la Fête de l'Humanité, la loi Egalim, je veux la faire sauter. Aujourd'hui, 3 centrales d'achat se partagent 90% du marché, alors que la loi Egalim impose la transparence des prix. Ces centrales d'achat européennes, dont Eurolec, la vôtre, négocient hors du territoire et centralisent commandes, factures, paiements via des pratiques opaques. Monsieur Leclerc, vous contournez donc les lois françaises, pratiquez l'évasion juridique.
Vous favorisez les prix bas et les profits pour la centrale au détriment des agriculteurs français, la justice sociale, mais aussi de la loi. Vous affirmez soutenir l'agriculture française, pourtant, votre modèle de prix combiné à votre centrale d'achat réduit la part des revenus agricoles. Donc ma question, comment justifiez-vous de contourner la loi Egalim qui protège les producteurs français? Merci, Madame la députée. Monsieur Michaud. Ça fait 2 fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je viens dans cette salle. Ça fait 2 fois qu'on m'appelle le pape. Donc c'est bien. Je vais revenir plus souvent parce que c'est des fois pas bon signe, mais c'est gentil. Et on n'arrive pas à expliquer. On doit mal s'y prendre. Non, c'était votre collègue tout à l'heure. Non, je parlais pas de vous, mais je prends les 4 questions qui nous ont été posées. Donc le pape de la négo centrale, je vais revenir là-dessus et on parle juste un petit mot sur vos sexages après, si vous voulez. Le pape de la négo centrale, non, les centrales, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de Copernic tout à l'heure. Copernic, c'est un peu différent. Copernic, c'est une centrale purement Leclerc qui négocie pour tous les pays, enfin pour tous les Leclerc, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Pologne, au Luxembourg, enfin bref, et donc qui négocie de la data Leclerc. Donc là, il n'y a que nous qui pouvons négocier notre data. Et comme vous savez, avec l'IA qui arrive, la data, c'est une valeur qui se commercialise. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. C'est une négociation on-top qui existe depuis 2006, je l'ai dit tout à l'heure. On a les plus grosses centrales qui sont là, on négocie, enfin les plus gros fournisseurs qui sont là, 50 plus gros fournisseurs, ils négocient, c'est des fournisseurs, si c'est vraiment ce que vous dites et tel que vous le décrivez, ça ferait longtemps qu'ils seraient plus présents, parce que pour faire une négociation, il faut surtout pas oublier qu'on est 2. On est quand même, parce qu'on met ça toujours sur la tête du distributeur, mais mine de rien, il y a une co-responsabilité du fournisseur qui négocie. Et quand on négocie les fournisseurs en Belgique, qui pèsent entre 1 milliard et 100 milliards, je vais vous dire, Leclerc, ils peuvent s'en passer du jour au lendemain. On s'est passé de Mars, je ne parle pas des bars Mars, je parle de Mars Pet Food par exemple. Bien avant, on n'a pas eu Lactalis, bien avant, enfin, je pourrais vous les citer, il y en a quasiment un par an. Donc c'est des gens qui peuvent facilement, on pèse rien, Eurelec, dans les fournisseurs, enfin Eurelec, oui, mais Eurelec, ça pèse pour certains 0,60% de leur chiffre, pour d'autres 2,40%. Enfin, on pèse rien. On a quand même, faut savoir à qui on a affaire en face de nous. C'est pas des petites PME. Les petites PME, on a fait un salon avec la FEF lundi dernier au siège à Ivry. Il y avait 250 entreprises PME locales françaises directement tournées vers nos territoires, parce que ça nous parle, le territoire, ça nous parle, qui étaient là. Sur les 250, il y en avait 50 qui ne travaillaient pas avec nous. Et pourtant, elles étaient là. Et elles ont trouvé des clients et elles ont fait du business. Il n'y a pas de souci, c'est ça le truc. Pour l'ovosexage, ça fait 2 fois que vous me posez la question. L'ovosexage, la distribution a participé au principe de l'ovosexage. Là où on a dit on arrête, c'est quand on a participé seul, sans les industriels. Tous ceux qui utilisent des œufs, parce qu'on a dit il n'y a pas de raison que ça soit que la distribution. Donc il faut bien que les industriels y aillent. Eh bien, les industriels n'ont pas voulu venir. Donc, à un moment donné, on a mis une date limite, et pour pas perturber le marché des œufs, on a continué à le faire. Je n'ai pas la date exacte, je vous dirai une bêtise, mais là, c'est dans les mois qui viennent. Mais il y a un moment donné, il faut que tout le monde y aille. Et si tout le monde y va, on ira, on paiera notre part de ce qu'il faut faire. On n'a pas de souci. Sur les photovoltaïques, j'ai 5000 m² de photovoltaïques sur mon parking. J'ai de l'autoconsommation et ça m'amène une grosse autoconsommation, il n'y a pas de souci. Et pour ce que je produis en plus, j'arrive, parce que la loi a changé il n'y a pas très longtemps. C'était pas possible, effectivement, il y a encore peu de temps. Je ne sais pas si on vous le doit, mais si on vous le doit, c'est très bien. Je peux aujourd'hui, toute la surconsommation, ou la surproduction plus exactement, le répartir dans mon magasin de bricolage, dans mon centre auto, etc., etc. Et là, je ne crois pas dire de bêtises en disant que ça ne coûte pas non, je me trompe. Ouais, enfin, vous avez tous les deux parlé d'électricité. Ça ne coûte pas à la collectivité territoriale, parce que là, c'est de l'interne. Et là, oui, enfin là, non, parce que là, pour le coup, ça m'a coûté 2,5 millions. C'est pas l'État qui a payé. Hein, je veux dire, ça, toute la truc, ça, je m'en souviens encore. Donc voilà. Donc voilà, j'arrête là. Merci. Dernière série de questions. Monsieur Maisonnet.
Pardon, c'est moi. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, 2 questions. D'abord, celle que vous a posée tout à l'heure ma collègue Hélène Laporte, à laquelle vous n'avez pas répondu, et je n'ose croire que c'était volontaire, sur les 2 propositions du Rassemblement national visant à baisser la TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble des énergies et à supprimer la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. On nous oppose souvent que cela ne conduirait pas à une baisse des prix, mais à une augmentation des marges du distributeur. Je voudrais connaître votre positionnement là-dessus. Ensuite, sur la question des Nutri-Score, vous nous avez indiqué que cet instrument était apprécié des consommateurs, que de votre côté, l'ensemble de vos produits étaient désormais étiquetés. Si ce dispositif semble intéressant pour des questions de santé publique et de transparence, y voyez-vous des failles? Peut-on imaginer, par exemple, que ce dispositif vous conduise un jour à revoir votre offre et à déréférencer éventuellement des produits qui font vivre nos terroirs et perpétuent des savoir-faire? Merci, Monsieur Maisonnet. Ah oui, Madame Anaïg Lemer. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, en tant que Bretonne, je suis têtue. Donc, comme à ce stade, nous n'avons toujours pas eu de réponse, je repose la question de ma collègue Anne-Sophie Ronceray. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons Leclerc est le seul membre de la centrale d'achat Eurelec à ne pas conclure ses contrats sous le droit national du pays de destination des produits? Merci. Merci, Madame Lemer. Monsieur Thomas Lam. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, je reviens un petit peu sur les propos de Monsieur Leclerc en début de notre audition sur Chine, je ne sais pas exactement comment on prononce, voilà, la marketplace Chine, voilà. Vous avez raison, effectivement, ils sont en France depuis 7 ans, mais je crois que leur politique et en tout cas leur communication est devenue beaucoup plus agressive dans les derniers mois, les dernières années, notamment à cause de la hausse des droits de douane aux États-Unis, puisque maintenant ils se retrouvent avec des énormes stocks à écouler en Europe, et donc ils baissent les prix, ils cassent les prix. En revanche, il existe quelque chose au niveau de l'Europe, le Digital Service Act européen, qui impose théoriquement au marketplace de vérifier l'identité des vendeurs et la conformité des produits. Et je voulais savoir, vous, en tant que détenteur d'une marketplace chez Leclerc, si vous aviez mis en place des mesures concrètes pour prendre les devants et contrôler les produits. Merci. Monsieur Pilato, ensuite. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Michel-Édouard Leclerc, vous vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi on montre toujours du doigt les gens, les commerçants qui tirent les prix vers le bas? Mais tout simplement parce que dans une concurrence internationale débridée sans règles, ça tue notre modèle social. Ça tire les salaires vers le bas et ça tire, je dirais, tout ce qui est normes environnementales vers le bas. Je vais vous prendre un exemple. J'avais eu une discussion un peu houleuse avec les gens de la FNSEA devant ma permanence et j'aurais dit, OK, on vous supprime les marges, on vous supprime les charges, pardon, on vous supprime les impôts, on vous laisse polluer tout ce que vous voulez, à une seule condition, c'est que vous acceptiez de gagner 200 € par mois pour être compétitif par rapport aux paysans ukrainiens. Et là, on a commencé à parler sérieusement. Voilà pourquoi on dit que tirer toujours vers le bas, ça flingue le modèle social français. C'est ça qu'on veut vous dire. Merci, Monsieur Pilato. Et Madame Géraldine Grangier, pour terminer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les Présidents, pour votre présence ce soir. Moi, j'ai une question concernant la Réunion et les Outre-mer. Je reprends la question de mon cher collègue Joseph Rivière, qui vous avait posé une question, et comme il était en début d'une longue liste de questions, forcément, vous avez oublié. Mais du coup, je les repose. Êtes-vous prêt à travailler avec les OPMR pour une meilleure transparence des prix et sur vos investissements? Êtes-vous prêt à revoir vos marges au-delà du fait que vous donnez du travail aux Réunionnais? Votre avis sur l'octroi de mer, quel est-il? Et si on supprime cet octroi de mer, est-ce que vous allez réellement baisser les prix? Et pour terminer, comment pouvez-vous soutenir le petit commerce de proximité qui, à La Réunion, est très moribond et va mal? Les Réunionnais, je pense que tous les habitants d'outre-mer attendent vos réponses avec impatience. Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur Martineau, avec nos excuses, mais ce n'est pas un oubli volontaire, Merci. vous le
savez bien. Merci, Président, messieurs les présidents. Défendre le pouvoir d'achat, c'est défendre nos emplois, et pourtant, toujours moins cher, c'est supprimer des charges et supprimer des salariés. Le système de marge appliqué par les distributeurs est déséquilibré. Par exemple, les tomates françaises à des prix élevés, avec des marges élevées, les rendant moins compétitives, font face à des tomates importées avec des marges faibles. Pouvez-vous appliquer le même marge sur les produits importés et français? Il en va de même pour les produits d'agriculture biologique. De même, je m'interroge, vous organisez des salons professionnels avec vos fournisseurs, avec participation obligatoire et payante, n'est-ce pas une marge arrière déguisée? Je vous remercie. Merci, Monsieur Martineau. Je vous laisse répondre aux questions, puis ensuite de nous faire quelques mots de conclusion et de revenir sur les sujets sur lesquels vous n'auriez pas apporté de réponse et sur les sujets sur lesquels vous souhaitez éclairer les parlementaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je vais essayer d'être dans... Je vais commencer par le carburant, parce que j'ai oublié tout à l'heure. Je ne voudrais pas qu'on pense que je vais m'en vouloir. Je vais parler de mon cas, parce que je ne vais pas me cacher derrière le secret des affaires. J'ai une station, 30 millions de litres par an, dans un territoire agricole. Et je prends en moyenne, je sors 0,98% de marge, ce qui correspond à une marge entre 1 et 2 centimes du litre. Avec ça, il faut que j'entretienne ma centrale. Donc, si demain, il y a des taxes, et dès que le prix baisse du carburant, je prends toujours entre 1 centime, à peu près, on va dire 1 centime du litre, et parce qu'il faut que je fasse quand même tourner ma boutique. Mais je prends la boutique. Si le carburant demain baisse de 50%, je prendrai 1 centime sur ma... J'ai pas besoin de plus. Je fais vivre ma station. La station chez nous, c'est un produit d'appel. C'est pas, on vit pas avec une station-service. Alors il y a des commerçants qui vivent avec leur station, j'ai pas de souci. Mais dans la distribution, on ne vit pas avec notre station-service. Donc oui, la réponse est oui en ce qui nous concerne. Si demain ça baissait, ou les charges ou les taxes baisseraient, on les répercuterait bien évidemment. Sur le Nutri-Score, Michel voulait peut-être en parler, mais je vais garder un petit peu 2 secondes. Le Nutri-Score, 100% de notre PME, de notre offre MDD, Nutri-Score. Elle est Nutri-Scorée depuis des années maintenant, 100%. C'est pas le cas. Non, vous allez dire, il est complètement fou avec les industriels, mais c'est pas le cas des autres marques de distribution, enfin des autres marques de marques nationales. C'est pas vrai. Donc nous, on est clair là-dessus. Alors, on se prend pas pour des enfants de cœur, pour reprendre le pape de tout à l'heure, mais quand même. Eurelec. J'essaye de répondre parce que vous êtes revenu 2 fois dessus. Eurelec, c'est une société de droit belge. C'est une société de droit belge. Le contrat commun qui est négocié avec Révé, Ahold Delhaize et Leclerc est un contrat de droit belge. Une fois qu'on est sorti de là, après, chacun fait ce qu'il veut, que ça déplaise ou pas. Tout le monde fait ce qu'il veut. Après, on fait ce qu'on veut. C'est pas un sujet. On respecte énormément de la loi en France parce que tout ce qui est logistique, tout ce qui est distribution, tout ce qui est mise en commercialisation, ça respecte la loi française. Et effectivement, on a cette date du 1er mars qu'on va régler. Mais sincèrement, on ne peut pas nous imposer comme ça à nos partenaires allemands ou belges dire la loi française c'est le 1er mars, imaginez 2 secondes que la loi allemande ça soit le 15 et que la loi belge ça soit le 4 avril. Donc c'est assez compliqué ce fonctionnement-là. Donc ça c'était pour répondre à ça. La Réunion, je peux vous dire qu'une... Oui, je vais vous répondre. Alors, je connais bien la Réunion et je connais bien les Antilles parce que Leclerc à la Réunion, Leclerc aux Antilles, s'est livré de la SCA normande et je suis de la SCA normande. J'étais président de la SCA normande et j'ai mis en place, et avec mes collègues qui changeaient d'enseigne, qui étaient Champion et Leader Price. Donc j'ai été les voir. En 2008, je ne connaissais rien à la Réunion. Je crois que c'est la première fois que j'y mettais les pieds. Et donc maintenant, j'y retourne assez régulièrement avec grand plaisir. La seule chose que je peux vous dire, pour bien que vous ayez ça en tête, que les produits qui partent à la Réunion de la centrale, qui sont livrés par la SCA normande, c'est-à-dire la centrale d'achat normande, sont exactement au même prix sortis de centrale que nous. C'est-à-dire que le magasin de tampons achète je veux dire que n'importe quoi, les Pringles goût paprika, au même prix
que le Leclerc du Neubourg à 45 km d'ici, c'est le même prix de facturation. Ça, je peux vous en donner, je vois que vous opinez du chef, mais c'est exactement ça, et je m'engage tout à fait à vous donner toutes les précisions que vous souhaitez. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ça. On fonctionne sous coopérative. Je ne vais pas étendre parce qu'on n'aura pas le temps, mais on fonctionne sous coopérative. Ils sont coopérateurs de la SCA normande. Ils sont adhérents comme moi au niveau de la SCA normande et ils ont les mêmes avantages de prix que moi à la SCA normande. C'est exactement la même chose. 45 km, 8 000 bornes. Enfin 8 ou 10 000. Après, le reste, peu de mal à vous répondre. Je sais que l'OPMR, il travaille avec. Moi, j'ai mon collègue des Antilles qui a travaillé énormément avec toutes les réunions sur les paniers, etc., pour faire baisser. L'octroi de mer, si l'octroi de mer arrêtait, si vous arrêtiez demain ou si vous arriviez à arrêter l'octroi de mer, d'accord, mais remplacé par quoi ? On sait très bien que l'octroi de mer finance une grosse partie du territoire de la Réunion ou même des Antilles, c'est pas le même. Et donc un petit peu compliqué. Donc vous répondre, si vraiment ces charges baissaient, oui, les prix baisseraient, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne suis pas certain qu'on puisse y arriver. Je réponds aux tomates et après je te laisse. Ce n'est pas exact de penser que l'on a des tomates marocaines sur lesquelles on marge moins que des tomates françaises. Je marge moins sur mes tomates, alors c'est tomates cerises souvent, je marge moins sur mes tomates cerises marocaines, françaises, pardon, j'y ai arrivé, que marocaines. Il y a... comment ? Ouais, j'ai peut-être en fin d'entretien, je suis peut-être un peu fatigué. Non, mais faut pas penser que le contraire. Et sur le bio, il y a une partie du bio qui est en concurrence parce que les produits sont les mêmes, parce que tout ça. Et ceux-là, effectivement, on a des marges qui sont souvent moins chères que le conventionnel sur le marché donné. Par contre, il y a un moment donné, tout ça s'équilibre. Donc peut-être qu'on trouve... Il n'y a pas de mot d'ordre. Mais déjà, chez nous, en Leclerc, en Leclerc Cité, j'allais dire, mais en Leclerc, il n'y a pas de mot d'ordre national, ça n'existe pas. Les 24% de part de marché dont on parlait tout à l'heure, ce sont l'addition de la performance de chaque magasin. Nous, on est inversé par rapport à tous nos concurrents. Les concurrents décident à un moment donné, dans un bureau, de faire ça, de racheter, de s'associer, d'ouvrir à la franchise, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre. Ça n'existe pas chez nous. C'est pour ça qu'on est toujours 700, 632 adhérents et qu'on est 632 adhérents, les pieds dans le territoire. Et c'est le travail de ces 632 adhérents qui font l'enseigne Leclerc, avec bien évidemment Michel, avec tout ça. Mais on a un fonctionnement, quand je vous l'ai dit en préambule, on a un fonctionnement totalement inversé. Et c'est quelque chose. Et bon, c'est pour ça qu'on est assez au courant de ce qui se passe quand même. On n'a pas la réponse à tout. On a quand même affaire en face de nous à des industriels. Mais je ne fixe pas sur les industriels, mais à un monde. Je peux encore 2 mots là ? Vas-y. Un petit peu, parce que non, mais un petit peu quand même, parce que sincèrement, avoir quand même, ils ont un travail de lobbyiste fantastique. On est vraiment quand même à la rue nous là-dessus. Ils sont très bons sur le sujet. Non, Michel, oui, mais moi, non. Non, je suis un perdreau. Je suis un perdreau. Mais non, ils ont... Et c'est vrai qu'à un moment donné, on est obligé de rééquilibrer un petit peu les trucs, parce que c'est juste impossible. Quand on nous dit, à un moment donné, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure des marges pendant l'inflation, etc. Mais on nous dit, ouais, vous avez pris de la marge pendant l'inflation. Oui, mais on a répercuté une partie de l'inflation. On était incapable de l'absorber complètement. Mais en même temps qu'il y a eu l'inflation, j'ai pris des notes, sur les mêmes périodes d'inflation, quand l'inflation est à peu près autour de 20 et quelques %, je parle de ma société. Comme ça, je n'ai pas de problème avec mes collègues, j'embarque personne, je parle que de moi. Salaire, plus 33% pendant cette période-là. Les autres charges, 38%. La TASCOM, quand même assez costaud, quand même, la TASCOM. On est les seuls à payer une TASCOM, plus 52%. Et on parlait de l'électricité tout à l'heure, plus 167%. 395 000 € de facture en début, 1,2 million, ou un peu moins d'1,2 million à la fin. Alors, c'est en train de se remettre, d'accord, mais quand même, il faut le supporter, la charge. Et pendant ce temps-là, je regardais ma marge, j'ai perdu 1 point de marge.
La marge, pendant la période de l'inflation, c'est -1. C'est à cette époque-là qu'on a fait la plus grande différence de prix avec nos concurrents, et ça n'a pas changé quoi que ce soit à la vie de qui que ce soit autour de nous. Ça, c'était notre problème, etc. Et c'est là où la part de marché s'est envolée. Enfin, entre autres choses. Donc voilà. Excuse-moi, Michel. À toi. Non, je suis très content et très fier. Je vous le disais, c'est quand même avoir un réseau d'entrepreneurs qui ne sortaient pas forcément de l'ENA au Polytechnique, qui a appris sur le terrain. C'est quand même un message très positif pour l'ensemble des entrepreneurs français. Et là, je pense qu'il ne faut pas nous opposer, les catégories, les métiers, les corporations, parce que les changements, ils vont arriver de plus en plus vite et ils impactent tous les métiers. D'accord ? Et donc nous avons amené tous ensemble, depuis l'agriculteur qui tient sa comptabilité, le fonctionnaire, tout le monde doit se mettre à la transformation numérique. C'est une nouvelle géopolitique, une nouvelle donne géopolitique qui interpelle les responsabilités dans l'acte de consommation, dans l'acte de production. Donc je voudrais quand même insister là-dessus. Vous trouvez quelquefois que je polémique trop, mais reconnaissez que vous avez beaucoup parlé du salaire des agriculteurs, du revenu des agriculteurs, etc. Mais dans la masse de la consommation française, je ne suis pas sûr que nous soyons le maillon faible de votre volonté. D'accord ? Juste pour parler sur l'actualité, surfer sur l'actualité en mode démonstration avant les 18h15 de Monsieur le Président. Le casino ferme, casino à la vente. Intermarché, vous entendrez Thierry Cotillard a repris une partie des casinos. Beaucoup de casinos et du groupe Casino étaient vendus à la casse. Casino, c'était 30% plus cher qu'un centre Leclerc. D'accord ? Donc avant de vous écouter, ou obsessionnellement, je sais qu'il faut nuancer tout ça, avant de vous écouter contre le prix bas qui détruirait tout, je vous rappelle que Casino, Monoprix, etc., c'était la centrale d'achat qui a été même plus importante que nous. D'accord ? Et vendre plus cher ne fait pas vivre l'économie française. Oserais-je vous rappeler aussi historiquement que quand mes parents créent les centres Leclerc, et même à la scission Leclerc-Intermarché, quand Leclerc et Intermarché se présentent séparément devant les consommateurs, on est tout petit et on vend beaucoup moins cher. Donc c'est là-dessus que moi je veux faire porter le message, c'est que on n'est pas devenu premier distributeur français sans avoir quelques qualités. On n'a pas une popularité ou une marque appréciée des Français sans avoir participé positivement et drainé nos territoires, apporté de la marchandise. Nous sommes aussi, bien que bretons et normands, nous sommes pour la préférence nationale. Après, ce qui est assez bizarre, c'est juste comme ça, c'est par l'anecdote, c'est quand même assez bizarre que quand on nous fait des contentieux, alors que dans les contentieux, on conteste les contrats, par exemple Leclerc-Nestlé, on ne poursuit pas Nestlé, mais on poursuit Leclerc. Ça, c'est un truc, excusez-moi, Monsieur Travers, et vous, Monsieur Benoît, qui avez quand même été à l'origine de cette loi Egalim, c'est ça que je trouve pas normal. Il y a des choses, on a parlé tout à l'heure du SRP plus 10 et tout ça, mais ça, c'est quand même très bizarre du point de vue de la responsabilité. On n'est pas le pot de fer contre le pot de terre, et là, c'est quand même pas normal qu'on se retrouve, nous, dans la vindicte des pouvoirs publics et pas celui qui est co-contractant. Pour moi, vous poserez la question au ministère, à moins que vous l'ayez voulu, mais je ne crois pas. Bon. Pour ce qui est aussi de... Je voudrais revenir sur Shein. Donc, j'insiste, c'est mon concurrent. C'est mon concurrent. Je ne trouve pas très élégant et normal que ce soit le concurrent qui, au-delà du fonds de vente, fasse le boulot qui devrait être fait par les pouvoirs publics. Ça ne veut pas dire que je soutiens ce que fait mon concurrent. On est bien d'accord. Je défends une politique de concurrence que je veux légale, que je veux loyale, etc. Après, vous voyez, il y avait derrière cette hystérie, parce que je suis d'accord avec vous, monsieur le député, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois, quoi. Hein. Mais c'est aussi pendant ces 6 mois-là où on discute avec les entrepreneurs chinois de la commercialisation de notre cognac et du vin qui est menacé, dont les circuits de distribution sont menacés aux États-Unis. D'accord ? Donc c'est assez
inélégant et en tout cas pas compréhensible qu'on s'en prenne à quelqu'un parce qu'il est chinois et qu'en même temps on va chercher le gentil chinois pour absorber notre production. Moi ça me choque, d'accord. Et pour vous dire aussi, nous sommes en train de négocier en Chine et ailleurs avec les entreprises chinoises. La Chine, c'est pas la Chine, c'est beaucoup d'entrepreneurs, c'est beaucoup d'industries. Nous sommes en train de négocier des analyses de l'empreinte carbone, des conditions environnementales certifiées par des sociétés dont c'est le boulot. Ils acceptent. C'est-à-dire que, imaginez l'inverse, que des entreprises chinoises viennent en France nous dire on va faire un audit social pour savoir comment sont vos toilettes, le traitement des femmes, la discrimination, etc. Et en plus, on va faire certifier les conditions de production des agriculteurs français. Ça nous ferait quand même, ça nous chatouillerait. D'accord ? Nous, on fait ça. Donc, je pense que dans la polémique, il faut choisir nos mots. C'est ça que j'ai trouvé. Et même géopolitiquement, on a aussi intérêt à travailler honnêtement, intellectuellement, avec d'autres partenaires. La diversité fait partie, et les systèmes d'alliance font partie de la politique française, de la nouvelle politique française. Et attends, juste, c'est pas facile de vous répondre à toutes vos questions. Hein. Après, il faut que vous nous demandiez aussi pourquoi au fond, vous pensez que Air France KLM, leur siège est à Amsterdam pour échapper à la loi française ? Vous pensez que Arte est à Strasbourg pour échapper à la loi allemande ? Enfin, vous comprenez, on doit répondre de ça sans arrêt. C'est moi qui ai créé Copernic, au départ d'ailleurs avec des gens qui sont devenus concurrents, Conad en Italie, Colruyt en Belgique. Pourquoi on s'est implanté pourquoi on a mis Copernic en Belgique ? Parce que pour le train, c'est juste ça, quoi. C'est le plus pour les Italiens, qui viennent de Bologne. Bologne, il y a Conad et Cop Italia. Faut arriver à Bruxelles. C'est aussi simple que ça. Après avoir passé tant de temps dans les émissions de télé partout ici au Parlement pour se justifier d'une implantation et d'une alliance, est-ce qu'on reproche à la BNP, à la Société Générale, de participer d'une alliance européenne ? Est-ce qu'on reproche à tout le secteur de la téléphonie d'avoir développé des alliances européennes ? Vous voyez, pourquoi la distribution ne pourrait pas avoir des alliés ? Et à l'heure où aujourd'hui, vous voyez des pays du monde entier, et ce n'est que le début. Vous avez vu que JD, qui est déjà une des grandes plateformes internationales, multinationales, va arriver peut-être à acheter la Fnac. À l'heure où vous allez voir arriver le web commerce indien, avec des sociétés où les industriels peuvent désintermédier les commerçants et parler eux-mêmes directement aux consommateurs, à l'heure où ChatGPT, à l'heure où tous les réseaux sociaux, d'où qu'ils viennent, vont pouvoir faire des propositions commerciales, à l'heure où on ne regarde pas le monde, mais pourquoi on discute de Mercosur, mais pourquoi imaginez-vous que des pays aussi importants que le Brésil, l'Argentine et même le Nigeria, qui vise les 300 millions d'habitants, n'aura pas des sociétés qui voudront vendre en Europe parce qu'elles sont capables d'amortir très vite sur 300 millions d'habitants et plus vite que nous des productions et du commerce. Donc, en fait, le message qu'il faut faire passer à nos corporations, c'est pas de les soutenir dans la récrimination, elle est légitime, mais c'est de se préparer à cette mutation qui fait qu'avec le développement du web commerce, la question de la proximité va se poser. Vous voyez, c'est important. Donc déjà, quand on parle de commerce alimentaire, il faut savoir que une grande partie du commerce alimentaire, je sais que j'ai mis 18h15, une grande partie du commerce alimentaire, on va le perdre nous aussi, parce que les habitudes de consommation se font hors foyer beaucoup. En plus, parce qu'on ne fait pas des repas aussi longs, parce que, bon, le web commerce, le développement du numérique et la possibilité de devenir multicanal, nous, on relève le défi, mais il ne faut pas raisonner format par format. Il faut qu'on puisse pianoter sur l'ensemble des formats pour satisfaire les consommateurs. Et donc, il faut quitter ce réflexe un peu hiérarchique d'aménageur du territoire et de dire il faut mettre des commerces là, des commerces là, des commerces là. Mais les Deliveroo et tout ça, ils passent au milieu. Donc c'est à vous de légiférer les conditions de concurrence, tout ça. Mais cette révolution, nous proposons positivement de relever le défi au bénéfice des consommateurs français
et des producteurs français. Ne nous faites pas les antithèses de la préférence nationale, quoi. Ça vraiment, ça. Merci, monsieur le gars. On a une délégation de députés irlandais qui nous attend. Ah, les Irlandais, on est obligé de les prendre. Ouais. Surtout que fiscalement, ils nous. Pour aller parler du Mercosur. Ouais. Eh oui, aussi, il y a ça. Mais en tous les cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous pour répondre à l'ensemble des questions des parlementaires et puis pour propos que vous avez tenus. On reste bien évidemment à votre disposition pour poursuivre ces échanges dans ce cadre ou avec les députés qui le souhaiteraient. À dispo en tous les cas. Merci à tous.